Bonjour à toutes et tous, bienvenue à l'Assemblée nationale. Je salue notre ami Jean-Paul Chagnolot et notre amie Agnès Levallois qui ont pris l'initiative avec l'équipe de l'IREMO d'organiser cette manifestation. Je leur souhaite la bienvenue, je vous souhaite la bienvenue. Je les remercie d'avoir choisi l'Assemblée nationale, lieu de débat et d'ambiance poétique et détendue dans la période. Je suis très heureux que nous soyons réunis pour traiter un des défis majeurs de l'humanité au XXIe siècle. Je me permets très humblement, comme député de Lorient et membre de la Commission de la Défense et des Forces armées, de vous livrer 3 réflexions pour introduire ces discussions en saluant mon collègue David Cormet, député de Charente, qui est avec nous. La première réflexion, c'est sur l'État, sur les États. Parce qu'on a constaté un lien ces dernières années. Nos historiens présents que je salue nous rappelleront sans doute combien le sujet finalement n'est pas nouveau. Mais en tout cas, il a sa traduction au XXIe siècle. Et combien les liens existent, même si on discerne les sujets et les problématiques, entre des États faillis d'un côté, le Mali en a été un exemple, et de l'autre, la capacité pour les terroristes ou considérés comme tels, point d'interrogation, à développer leur réseau et à mener les actions dites terroristes qui en découlent. Si je prends le sujet d'une autre manière, si je prends la France et son État, nous avons pris les dispositions nécessaires ces dernières années pour combattre, disons-nous, le terrorisme. Et je sais que dans cette salle, beaucoup considèrent que, à la fois, ce n'est pas suffisant, et à la fois, ça ne peut pas être la seule réponse à la question posée. Nous avons voté plusieurs textes sur le renseignement, sur la réforme pénale, sur le renforcement de nos forces de sécurité dans leur diversité. Nous avons voté et acté un plan de lutte contre la radicalisation. Nous avons pris nos responsabilités et en même temps, en le disant, je mesure avec mes collègues la limite de cette action, les questions qui restent devant nous, y compris sur la sémantique, par exemple sur le terme de radicalisation, j'imagine qu'on en parlera aujourd'hui, ou de déradicalisation. Mais en tout état de cause, si, me semble-t-il, on doit initier une réflexion entre nous ou la poursuivre, c'est sur le lien entre État, démocratie et processus politique. La France a pris ses responsabilités, elle prend ses responsabilités sur son sol comme en opération extérieure, et pour autant, chacun sait bien que la réponse est politique avec un P majuscule, au sens de la cité, au sens de la capacité d'un État à faire coexister des histoires différentes sur son sol, des parcours différents, des sensibilités différentes, des expressions différentes, et l'état de la société française est une illustration parmi bien d'autres. Et cette question du processus politique, encore une fois avec le P majuscule, me semble centrale pour le présent et l'avenir, à la fois dans les pays dits occidentaux, et aussi, bien évidemment, au Mali, en Libye, en Syrie et ailleurs. Première réflexion sur l'État. Deuxième sujet, l'éducation et l'éducatif. Au-delà de la réponse sécuritaire, judiciaire, nous savons bien, et je le dis ici en regardant quelques visages dont je sais les valeurs éducatives partagées, l'IREMO porte des valeurs. Et l'IREMO porte des valeurs humanistes et éducatives à bien des égards. C'est l'essence même de son existence. J'ai toujours été frappé par la difficulté de légitimer l'enseignement de l'histoire et de l'éducation civique en France. Je suis moi-même un ancien étudiant en histoire et j'ai toujours été frappé par à la fois le mépris de beaucoup à l'égard de l'enseignement de l'histoire et de l'éducation civique, de l'indifférence souvent jusqu'à aujourd'hui, des combats qu'on a dû mener avec nos fonctions respectives, qu'on soit parlementaire, étudiant ou enseignant, ou passionné d'histoire tout simplement, avec un H majuscule. Je n'ai jamais vraiment compris
comment, dans un pays dit des Lumières, nous devions autant batailler pour légitimer, me semble-t-il, en faveur d'une discipline, parmi d'autres, bien sûr, qui constitue un ferment de réflexion, un creuset de l'esprit critique, au bon sens du terme. Alors vous allez me dire, c'est pas très original comme propos, c'est vrai, j'en conviens. Mais plus que jamais, je crois à la place de l'histoire avec son grand H, et avec tout ce qui doit en découler, ça veut dire, au fond, relégitimer l'ensemble des sciences humaines et sociales. Quand je dis l'histoire, au fond, c'est l'ensemble des sciences humaines et sociales pour interroger, réinterroger les fractures françaises, la réalité de notre société, et on fait appel, et on doit faire appel, me semble-t-il, à l'ensemble des disciplines. Si je prends l'actualité, les débats, pour ne pas dire les réactions permanentes sur colonisation, décolonisation, et on sait tout ce que, permettez-moi le verbe, tout ce que ça charrie. Plus que jamais, je pense que notre responsabilité, c'est de légitimer plus que jamais nos sciences humaines et sociales. Et je le dis avec force parce que beaucoup considèrent, y compris certains collègues, qu'au fond ça coûte cher, ça ne rapporte pas et que ça n'a pas grand sens. Combien de fois nous l'avons entendu dans notre beau pays, la France ? En tout cas, moi je suis un combattant, d'une certaine manière, en faveur de ces disciplines. Plus que jamais, nous avons besoin des scientifiques pour travailler sur l'ensemble des problématiques qui sont posées à la société française. Je parle de l'éducation, je parle aussi de l'éducatif. Et parmi d'autres sujets, j'espère qu'on l'abordera aujourd'hui, je sais qu'on aura des magistrats parmi d'autres professions représentées. Moi, je suis attentif, pour vous donner un exemple très concret, au présent, à l'avenir et à la place de la protection judiciaire de la jeunesse. L'éducation est une chose, mais son corollaire, c'est l'éducatif dans toutes ses dimensions. Et on voit bien que l'incarcération des djihadistes ne règle pas la question. Elle règle en partie la question au nom de la protection de la société, au moins temporairement. Et on a d'ores et déjà plusieurs dizaines de djihadistes incarcérés en France, soit parce qu'on les a arrêtés et jugés en France avant leur éventuel départ, soit parce que les actes ont été commis sur notre sol, soit parce qu'on a déjà incarcéré et jugé et emprisonné aujourd'hui des djihadistes qui sont revenus. Et on a environ aujourd'hui, d'après nos chiffres, 200 personnes revenues sur notre sol qui sont soit en cours de jugement, soit incarcérées. En tout cas, ce processus est évidemment en cours et d'ailleurs, il résulte des textes que nous avons votés. Mais en même temps, nous savons très bien que ça ne suffit pas. J'ai visité une nouvelle fois la maison d'arrêt et le centre de détention à Pleumeur, sur ma circonscription, la semaine dernière, près de Lorient, en Bretagne. Sur 300 détenus, on a beaucoup de jeunes du pays de Lorient, j'en connais la plupart. Et sans raccourci aucun, avec discernement, et je pèse mes mots, je vois bien les parcours. Je vois bien les parcours de petits délinquants, pour le dire assez familièrement. Je vois bien les difficultés d'avoir des parents et des entourages familiaux qui structurent des parcours, des représentations et des vies. Et je vois bien les bascules possibles entre petite délinquance et un jour d'autres engagements, et malheureusement des engagements djihadistes. En tout cas, des tentations djihadistes. Même si après, je vous laisse le soin d'analyser les débats entre radicalité, radicalisation, Olivier Roy, Gilles Kepel, je laisse ça aux spécialistes, et sans raccourci aucun. Néanmoins, je vois bien les risques et les parcours de vie. L'éducatif, me semble-t-il, a une place de choix dans tout cela, et je le dis parce que beaucoup, parfois les mêmes, ont considéré que la protection judiciaire et que les éducateurs et les éducatrices de la protection judiciaire, finalement, servaient à rien en France, ne servaient à plus grand-chose, que beaucoup ont même demandé la suppression de la protection judiciaire de la jeunesse. Alors je cite la PJJ à dessein, parce que je considère que les débats qui ont eu cours sur la PJJ et finalement l'ordonnance de 45, qui fait toujours débat, plus que jamais, confère le dernier discours de François Fillon ces derniers jours sur la majorité pénale. Je considère que ces sujets-là ont été eux aussi soit méprisés, soit balayés d'un revers de la main trop rapidement,
et qu'aujourd'hui on a ce sujet qui nous interpelle parce que, disons les choses, face à ces phénomènes de radicalisation, déradicalisation, en tout cas ces phénomènes que nous constatons, quelles que soient les sémantiques et les débats ou les accords ou les désaccords sur le choix des mots, nous avons une réalité brutale, préoccupante pour les jeunes générations, mais en tout état de cause, ça concerne l'ensemble des générations, l'ensemble des milieux sociaux, l'ensemble des régions françaises, et au Pays de l'Orient et en Bretagne, je le vois, comme ailleurs, y compris sur le développement des réseaux salafistes, même si je ne fais aucun raccourci. Et donc ces questions sont posées partout, même si on a regardé de près les profils de tel ou tel. On a aujourd'hui les chiffres, les profils et les débuts d'enquête, si je puis dire. Mais moi, je considère que ce lien éducation-éducatif, il doit être là aussi central dans nos réflexions. Je vous parlais de l'État, de l'éducation éducative, et le dernier point, c'est sur le champ des représentations et des symboles. Je parlais de notre beau pays. La France a pris ses responsabilités ces dernières années. Le chantier est encore très largement devant nous. J'utilise une nouvelle fois ce mot, le mot d'humilité. Voilà, c'est une caractéristique, me semble-t-il, pour notre avenir. L'enjeu éducation-éducatif, mais, une fois qu'on a dit ça, il y a, me semble-t-il, un champ qu'on a très largement délaissé, qu'on a aussi sous-estimé, et j'en ai beaucoup parlé avec Jean-Paul Chagnolot et Agnès Levallois, et je crois qu'on est en phase sur ce sujet. Jean-Paul me dirait, pour me taquiner pour une fois, je plaisante parce qu'on est souvent en phase, mais ce champ des représentations et des symboles, là aussi, il est, balayé d'un revers de la main très souvent. Et pourtant, si on a un sujet à traiter ensemble, et là je sais qu'on se rejoint, c'est la question du ressentiment. Pourquoi je parle de ressentiment ? Parce que les jeunes que j'ai croisés à la maison d'arrêt à Pleumeur la semaine dernière, que je connais pour la plupart d'entre eux, pardon de le dire comme ça, ne se sentent pas à l'aise dans leur basket en France alors qu'ils sont français. Mais ils sont d'origine d'eux. Quand ils vont en vacances l'été dans leur pays d'origine d'eux, on leur fait comprendre que ce sont des traîtres à la patrie originelle. Quand ils sont en France, on leur dit, je caricature bien sûr, et je fais l'avocat du diable en le disant, comprenez-moi bien, vous n'êtes pas chez vous ou à peine. Nous, on était là avant, parce qu'on est blanc et bien pensant. Et donc je vois bien le mal-être et le malaise, sans ne rien excuser. Chacun est responsable de ses actes et de ses comportements. Et je suis un partisan de la fermeté. Mais en même temps, si on essaye de réfléchir et prendre un peu de recul, moi je constate dans nos quartiers, mais pas seulement dans nos quartiers, cette question du ressentiment à l'égard de qui, de quoi ? De la France parfois, de la République souvent, parce que qu'est-ce qu'on met derrière le mot République ? Des interrogations par rapport aux mots qui me vont bien, et qui nous vont peut-être bien, mais qui posent débat. La nation française, la patrie française, qu'est-ce que ça veut dire pour nos générations d'hier, mais pour nos générations d'aujourd'hui et de demain ? Et mon sentiment, c'est qu'on ne traite pas la question du ressentiment. Et cette question du ressentiment, évidemment, elle est posée aux quatre coins du monde. Elle est posée au travers du prisme Occident-Orient. Et depuis une vingtaine d'années, j'ai la chance de parcourir les pays arabes et les pays africains, a fortiori ces dernières années, au titre de la Commission de la Défense. Je suis frappé, je vais le dire de manière un peu provocante, par finalement la capacité de la thèse d'Huntington à avoir une prise. Moi qui ai toujours combattu cette thèse, parce que je considère que c'est une ineptie à bien des égards, le conflit des civilisations. Mais malheureusement, je constate que cette thèse, Occident-Orient, elle a une prise. Et elle a en particulier une prise au sein des jeunes générations arabes et des jeunes générations africaines. Quand je vois les symboles et les t-shirts qui se baladent dans les pays arabes, qui parfois portent le visage d'Hitler et de Mein Kampf, avec des jeunes qui pourtant viennent en France et à Paris très régulièrement, ça pose pour le moins question. Et je vois bien qu'on n'en parle pas ici. Soit c'est tabou, soit on ne le sait pas, soit d'ailleurs pour la plupart on n'y va pas. On en parle de Paris, vu de Paris, mais finalement on y va peu. Et on est encore moins immergé au sein de ces sociétés. Évidemment, ça vaut pour le débat sur l'islam et la place de l'islam, même si je ne fais aucun raccourci entre terrorisme et islam, même si,
pour le dire très tranquillement, pour en avoir parlé avec le moufti de la République au Caire et avec quelques autres dignitaires religieux, nous savons pertinemment que la place des religions fait débat et que la place de l'islam fait débat, même si, encore une fois, je ne fais aucun raccourci. Mais cette question du ressentiment, j'oserais même dire cette question de l'humiliation, ressentie comme telle par beaucoup, à tort ou à raison. Et là, le débat a sa place. Je considère qu'on doit traiter cette question. Et si la perspective pour traiter le ressentiment, c'est le président Trump qui va dire « circulez, rien à voir, je vous mets dehors », si le sujet c'est de dire je vais à Beyrouth et je refuse de porter le voile, si on traite le ressentiment seulement de cette manière-là, même si chacun est libre et porte ses responsabilités, je pense qu'on va au-devant de grands déboires. Donc je suggère qu'on traite cette question sérieusement, avec clarté, fermeté quand il le faut, mais discernement et honnêteté, parce qu'il faut se parler. Et parce que, en tout cas, ma bataille quotidienne, c'est de bâtir des ponts entre Occident et Orient. J'utilise toujours cette formule. Moi qui suis député de l'Orient à l'Orient, je cite cette formule parce que d'abord, elle m'anime au quotidien, elle partage mon quotidien, mais je crois plus que jamais à la nécessité pour nous, dit les Occidentaux, de bâtir des ponts avec des valeurs à promouvoir au sein de l'Orient, et vous m'avez compris, au sein du monde entier. Quelques derniers mots en conclusion, parce que vous allez avoir des débats nourris aujourd'hui, sur plusieurs dialectiques. Je le disais, démocratie, État, éducation, place des symboles. Et en même temps, on voit bien les tensions sur sécurité, liberté, sécurité. Et j'imagine que cet après-midi, on aura ces débats avec à la fois le syndicat de la magistrature, la Ligue des droits de l'homme, parce qu'on a eu des désaccords avec la Ligue des droits de l'homme en particulier sur l'état d'urgence, pour nommer les choses. Moi, je comprends parfaitement ces débats. Et non seulement je les comprends, mais je les souhaite, ces débats. Parce qu'une société qui ne débat pas de ces sujets-là, ça ne s'appelle plus une démocratie. Et que je sais combien le positionnement du curseur est sensible. Parce qu'on voit bien qu'on est sur une ligne de crête. Et que ce sont des sujets complexes. Et qu'il faut les aborder là aussi, à la fois avec gravité et en même temps avec un débat nécessaire entre nous. Et une fois de plus, je remercie l'IREMO de permettre ces débats ici, qui seront, je n'en doute pas, toniques, mais je le sais aussi, sereins, parce qu'il faut rester serein. Et cette dialectique sécurité-liberté, liberté-sécurité, elle nous anime. Le dernier mot, c'est sur le Liban. Ça ne surprendra pas Jean-Paul et Agnès. C'est un pays que je côtoie chaque mois ou presque, en réalité plusieurs fois par mois. Je suggère qu'on médite sur le cas libanais, parmi d'autres. Le Liban ne détient pas la réponse. Mais le Liban peut être une source d'inspiration. D'abord parce qu'il a été un pays décrié pendant longtemps, pour des raisons légitimes d'ailleurs. Il y a des débats qui font sens aujourd'hui sur la réalité et l'avenir du Liban. Je pense évidemment à la corruption, parmi d'autres sujets, pour nommer les choses là encore. Mais, si on regarde la manière dont ce pays résiste en ce moment, la manière dont il essaye de bâtir une forme de vivre ensemble, même si je le sais que la formule est galvaudée et souvent contestée. Mais néanmoins, faire coexister 18 confessions, j'utilise le terme à dessein, certains diraient 18 communautés, même si ce débat-là fait débat en France, suggère quand même qu'on médite, comment dirais-je, cette réalité libanaise, même si par ailleurs elle interpelle le Liban, puisqu'il y a aujourd'hui un prisme communautaire qui peut empêcher l'émergence d'un État dit laïque au Liban. Mais je suggère qu'on médite cet exemple sur la capacité à se parler, la capacité à diriger un pays ensemble, même si le Liban est bloqué à bien des égards, mais néanmoins, il s'est trouvé des formes de régulation et d'arbitrage. Et puis, au fond, c'est un message, c'est mon dernier mot, c'est un message d'humanité. Je regarde les visages, il y a beaucoup de générations ici qui ont connu la guerre, voire les guerres. Et moi, je suis frappé toujours par les mémoires de la guerre. Et les mémoires de la guerre, elles pèsent en France. Ma ville est bien placée pour en témoigner, à Lorient. Cette ville a été rasée à 95% durant la Deuxième Guerre mondiale.
Et sans comparer ce qui n'est pas comparable, la mémoire de la guerre, elle est très présente au Liban et ailleurs. Et moi, je formule le vœu que ces mémoires de la guerre puissent être les ferments de valeurs humanistes pour aujourd'hui et pour demain. Et en tout cas, c'est le sens de mon engagement. C'est qu'on puisse, plus que jamais, bâtir des sociétés humanistes. On en a bien besoin. Voilà très humblement quelques remarques liminaires, sans avoir la prétention d'aborder l'ensemble des sujets, tellement ces sujets sont vastes, mais en tout cas pour vous livrer à la fois quelques remarques et quelques enseignements d'une vie parlementaire animée ces dernières années. Voilà, merci de votre attention. Bons travaux. Je m'excuse, je vais m'éclipser une demi-heure pour la commission de la Défense, mais je reviendrai participer à vos travaux pour écouter tel un étudiant qui a repris ses études. Voilà, merci de votre attention et merci une nouvelle fois à l'IREMO. Merci beaucoup, Wendal, pour ces mots introductifs et merci beaucoup de nous accueillir ici à l'Assemblée pour nous permettre de débattre pendant cette journée sur ce qu'est le terrorisme. La question, évidemment, est posée. Qu'est-ce qu'on entend par terrorisme ? Il y a beaucoup de questions qui se posent et il nous a paru absolument indispensable de commencer cette journée par cette première table ronde et donc d'aborder les origines du terrorisme. Qu'est-ce qu'on entend par ce mot ? Vous savez qu'il y a plus d'une centaine de définitions du terrorisme aujourd'hui. La communauté internationale est incapable de se mettre d'accord sur une explication, sur une définition de ce qu'est ce terme de terrorisme. Si on prend simplement la définition qui a fini par être adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en 2000, le terme est tellement général qu'il ne permet absolument pas de caractériser ce qu'est ce phénomène, ce qu'est ce terrorisme. Alors je reprends juste la phrase que je la trouve quand même très, très intéressante. Ce sont des actes criminels qui, à des fins politiques, sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, dans un groupe de personnes ou chez des individus. Donc on voit bien que cette définition, évidemment, est tellement générale qu'elle n'est en rien opérante et qu'elle nécessite effectivement que nous y arrêtions de façon sérieuse pendant les débats de cette journée. Et donc pour cela, je vais tout de suite donner la parole à François Dubuisson, qui est professeur à l'Université libre de Bruxelles, chercheur au Centre de droit international et président du réseau francophone de droit international, afin qu'il nous éclaire sur ce que veut dire ce mot de terrorisme, ce à quoi ça fait référence, puisque comment distinguer le terrorisme de la violence politique, du meurtre de masse, de la guérilla, de la résistance armée, et etc. Il y a beaucoup d'autres termes que l'on peut utiliser. Donc vous avez la parole pour une quinzaine de minutes. Merci. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je remercie les organisateurs de m'avoir invité pour parler de cette question tout à fait intéressante. Et donc je vais rebondir directement sur le thème du colloque qui est le terrorisme en débat. Et donc je vais me permettre des libres propos critiques sur la question de la définition du terrorisme, alors qu'il y a une question qui remonte à très loin. Et je vais m'interroger donc sur cette définition à la fois en droit international, en droit européen ou en droit pénal interne. Donc, dans un premier temps, je vais examiner cette question de la définition. Et dans un second temps, surtout, je vais m'interroger sur la fonction que remplit cette définition. Pourquoi veut-on définir le terrorisme, notamment juridiquement, à quelle fin et surtout quel discours idéologique dans le discours juridique cela remplit-il ? Alors tout d'abord, sur la question de la définition elle-même. Donc, on a, comme on vient d'ailleurs de le dire, un certain nombre de définitions en droit international qui ont suscité beaucoup de débats et beaucoup de discussions et qui aboutissent à une définition finalement assez floue. Alors, ça aboutit parfois à conclure qu'il n'y a pas vraiment de définition, mais en réalité, il y en a une, simplement, elle est assez peu précise. On peut, en définitive, trouver une définition dans une convention qui a été adoptée en 1999 au sein des Nations Unies, qui est la Convention pour la répression du financement du terrorisme, et qui reprend la définition suivante. J'ai mis en évidence les éléments les plus importants. Donc ça va toujours renvoyer un certain nombre d'actes matériels constitutifs d'infraction, mais auquel on va ajouter une dimension supplémentaire qui va la qualifier comme étant terroriste. Et il s'agit ici donc d'actes qui, par sa nature ou son contexte,
vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement, une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Mais c'est une sorte de définition minimale sur laquelle on arrivé à se mettre d'accord. Et ça a renvoyé en réalité à toute une série de débats qui ont émaillé les années 60 et 70 sur cette définition et qui ont toujours achoppé sur 2 points que je vais simplement évoquer sans entrer dans le détail. C'est la question de l'application de la qualification de terrorisme aux actes de mouvement de libération nationale. Là, c'est évidemment le combat du tiers-monde pour que ça ne soit pas qualifiable d'acte de terrorisme en aucune manière. De l'autre côté, la question de la qualification d'actes de terrorisme d'État lorsque les actes violents sont commis par les forces armées étatiques. Et on n'est jamais vraiment parvenu à se mettre d'accord, donc on a laissé de côté ces 2 aspects et on a cette définition finalement extrêmement générale qui a laissé ouvertes ces 2 problématiques particulières. Alors, sur le plan régional, notamment pour mettre en application ces obligations internationales relatives à la répression du financement du terrorisme, au niveau de l'Union européenne, on a également adopté une définition du terrorisme qu'on retrouve en particulier dans la décision cadre adoptée en 2002. Et là, on retrouve à peu près les mêmes éléments que ceux qui étaient présents dans la Convention de 1999. On a simplement encore rajouté un élément possible qui est le fait de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociale d'un pays ou d'une organisation internationale. Alors, en droit français, on a aussi adopté une définition qui est encore beaucoup plus large, puisque là, ça vise toute une catégorie d'infractions qui sont devenues d'ailleurs de plus en plus nombreuses, mais qui doivent se caractériser par un but particulier, et ce but étant de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Donc on voit évidemment que le fait de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, c'est extrêmement potentiellement vaste comme élément, ce qui donne une sorte de flexibilité presque infinie à l'application de la qualification terroriste à certains actes particuliers qui peuvent être simplement des actes aussi criminels en droit commun, comme le vol, l'extorsion et les choses de cette manière-là. Alors, bien entendu, dans un certain nombre de cas, finalement, la qualification d'acte de terrorisme ne va pas poser de problème. Évidemment, les attentats du 13 novembre ici à Paris ne suscitent pas beaucoup de discussions quant à leur qualification comme acte de terrorisme. Mais dans d'autres cas, évidemment, ce sera nettement plus compliqué. On aura beaucoup de situations limites où on va se poser la question. Et c'est ce qui m'amène donc à examiner les fonctions idéologiques dans le discours juridique de cette définition du terrorisme. Pourquoi a-t-on voulu le définir et finalement à quoi cela va-t-il servir? Alors, je vais distinguer en réalité 3 types de fonctions et ces fonctions vont servir un certain discours, c'est-à-dire vont avoir une certaine finalité qui a bien entendu un soubassement idéologique, c'est-à-dire que la notion de terrorisme n'est pas neutre politiquement ou idéologiquement, et selon le contexte dans lequel on va l'utiliser, on va poursuivre un certain but à connotation politique et idéologique, même si on va le traduire finalement juridiquement. Et une première fonction, c'est une fonction assez générale finalement de désignation de l'ennemi, et de singularisation d'une certaine forme de violence. C'est-à-dire que parmi toutes les violences qui sont commises, on va singulariser cette violence-là en la qualifiant de terroriste, pour l'indistinguer d'autres types de violences, notamment celle de l'État. Et ça renvoie alors au débat, évidemment, du fait du terrorisme d'État. Est-ce que ça rentre ou non dans la notion de terrorisme? Il y a tout un débat là-dessus. Et du point de vue des États, on va vouloir évidemment ne pas pouvoir qualifier ce type de violence et singulariser des violences par des groupes privés en les qualifiant de terroristes pour évidemment délégitimer totalement ce type de violence alors que la violence qu'on utilise soi-même sera légitime. Alors quand on va donc qualifier soit des actions, soit des groupes comme terroristes, eh bien, vu la définition très très floue, ça peut être au final très relatif et ça peut être fait en fonction d'un certain nombre d'intérêts politiques.
Alors, il y a évidemment des cas tout à fait consensuels. Il n'y a pas de discussion quant à qualifier Al-Qaïda ou l'État islamique d'organisation terroriste. Mais dans d'autres cas, évidemment, ça va être beaucoup plus limite, ça va être beaucoup plus controversé ou orienté dans le chef de celui qui va qualifier. Et ces qualifications vont notamment être formalisées juridiquement par l'adoption de listes d'organisations terroristes. On en a aux Nations Unies et on en a également des spécifiques à l'Union européenne qui ajoutent aux listes adoptées par les Nations Unies. Il y a un certain nombre de cas qui ont suscité des discussions comme l'inscription des Moudjahidines du peuple, par exemple, inscription qui était annulée par la juridiction de l'Union européenne. Le fait d'inscrire le Hamas, c'est la même chose. Alors, il y a aussi une annulation par le tribunal de l'Union européenne. Le fait d'inscrire le PKK ou le Hezbollah, bien entendu, en réalité, dans le large pouvoir discrétionnaire qui est celui des autorités de l'Union européenne pour inscrire des groupes sur la liste des organisations terroristes, il y a évidemment des intérêts politiques sous-jacents. Donc ça va être un moyen de délégitimer un certain nombre d'entités ou d'ennemis que l'on va donc désigner de cette manière-là, et à rebours, ça va justifier sa propre action. Alors si on prend la situation au Moyen-Orient actuellement, eh bien en réalité, tout le monde combat le terrorisme. Les États occidentaux, la Russie, l'Arabie saoudite, la Turquie, l'Égypte, Israël, tout le monde combat ou prétend combattre le terrorisme. C'est évidemment une manière de légitimer son action et de délégitimer l'action des groupes que l'on combat. Un bon exemple à cet égard, c'est la difficulté que l'on peut avoir à qualifier au regard du concept de terrorisme les nombreux groupes syriens rebelles. Et il y a à cet égard deux affaires intéressantes qui se sont déroulées au Royaume-Uni. Des affaires Guillot et Beg, donc deux personnes qui étaient parties en Syrie rejoindre des groupes rebelles, qui ont été poursuivis pour terrorisme par les autorités judiciaires britanniques, jusqu'au moment où, au début de la procédure devant le tribunal, on s'est rendu compte que les groupes qu'ils avaient rejoints étaient par ailleurs aidés par les services secrets britanniques, par le MI5. Et donc, sur base d'un certain nombre d'informations qui ont été trouvées par les avocats, eh bien, dans les deux cas, on a bien été obligé d'abandonner les poursuites pour terrorisme. Ça montre évidemment la relativité de la qualification de terrorisme qu'on va attribuer à certains groupes. Et si on remonte dans l'histoire, et on le fera tout à l'heure, j'imagine, évidemment, il y a le cas, par exemple, de l'ANC en Afrique du Sud, qui a longtemps été considéré comme un groupe terroriste, avant que Nelson Mandela, par la suite, soit pratiquement canonisé par l'ensemble des États, dont ceux qui le considéraient auparavant comme étant un terroriste. Alors, ça va également avoir une fonction plus technique, plus encore directement juridique, comme fondement et comme justification à l'établissement d'un régime juridique dérogatoire. Parce que juridiquement, à quoi sert finalement le concept de terrorisme ? Ça ne sert pas à dire que le meurtre, l'enlèvement ou les attentats à l'explosif sont criminels, puisqu'ils le sont déjà de toute manière selon le droit commun. Ça sert à y associer tout un régime juridique spécial et dérogatoire, en particulier lié à la procédure pénale, aux moyens d'investigation, aux moyens d'enquête, ou, et ça c'est plus récent, à l'établissement également de délits tout à fait spécifiques au terrorisme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur équivalent dans le droit commun. Et je vais donner deux exemples rapides à cet égard. On a le délit d'apologie du terrorisme, alors qui existe déjà depuis fort longtemps. Ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'en 2014, justement, dans le contexte actuel, on a choisi par une loi de sortir ce délit d'apologie du terrorisme du régime de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui est un régime tout à fait favorable et qui est centré sur la liberté d'expression. On l'a sorti pour l'intégrer dans le code pénal, dans la section sur le terrorisme, ce qui a eu pour effet également de ne plus rendre compétentes les chambres spécialisées en droit de la presse et rendre compétentes les chambres spécialisées en matière de terrorisme. Alors ça a eu pour effet, en réalité, d'une interprétation extrêmement large de la notion d'apologie du terrorisme pour viser en réalité des choses qui relevaient sans doute de bêtises ou de propos moralement condamnables, mais difficilement associables à une incitation au terrorisme. On a eu énormément de condamnations de ce type pour des choses qui étaient plutôt parfois même des mauvaises blagues.
deuxième exemple de régime dérogatoire qui est justifié par la lutte contre le terrorisme, c'est le délit de consultation habituel de sites faisant l'apologie du terrorisme, qui avait été introduit dans le Code pénal par une loi de juin 2016, après qu'il y a eu d'ailleurs plusieurs projets auparavant. Alors finalement, ce délit a été annulé par le Conseil constitutionnel, mais une série de parlementaires ont immédiatement, il y a à peine 2 semaines, toute une série de parlementaires ont dit qu'ils allaient néanmoins le réintroduire le plus rapidement possible, tout en modifiant légèrement le texte. Alors, troisième fonction de la notion de terrorisme dans le discours juridique, c'est une fonction de justification de l'urgence. Donc ça va créer en réalité une forme d'urgence permanente, parce qu'on a toujours l'impression que le terrorisme implique une situation d'urgence, si ce n'est qu'en réalité, cette urgence est tout à fait constante dans le temps. C'est-à-dire que si on remonte, et on le fera probablement tout à l'heure, si on remonte par exemple simplement aux attentats anarchistes à la fin du XIXe siècle, eh bien on a voté des lois d'urgence exceptionnelles, ce qu'on a appelé les lois scélérates. Et tout au cours de l'histoire, depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des attentats terroristes. En réalité, il y a toujours un phénomène de terrorisme qui fait qu'on a toujours besoin d'une urgence, qui fait qu'on va adopter des lois justifiées par l'urgence. Il y a évidemment l'état d'urgence sur lequel on reviendra, je pense, cet après-midi, avec souvent quand même la tentation d'utiliser un régime réalisé pour lutter contre le terrorisme à d'autres faits. C'est notamment le cas de l'état d'urgence, où sur fondement l'état d'urgence, en réalité, on vise également toute une série d'autres choses, comme l'assignation à résidence de militants écologistes pendant la COP21, par exemple. Et puis, l'urgence va également avoir un autre effet, c'est un effet d'accélérateur et de facilitateur d'adoption d'un certain nombre de législations qui, peut-être dans un contexte plus serein, seraient conçues au moins différemment ou en tout cas adoptées de manière plus prudente. Et donc, il devient souvent difficile de refuser l'adoption de législations face à la menace terroriste présentée comme étant absolument urgente. Et un bon exemple à cet égard est l'adoption toute récente de ce qu'on a appelé le PNR, qui est l'utilisation de données des dossiers passagers lorsque l'on, en réalité, prend l'avion. C'était un projet qui dormait depuis longtemps, qui s'était vu opposer un refus par le Parlement européen, justement, en avançant la protection de la vie privée. Et brusquement, après les attentats de Paris de 2015, on a dit non, on est obligé d'adopter le PNR, il faut faire ça extrêmement rapidement. Et donc, c'est finalement très rapidement passé. Alors que quand on lit le texte, on est quand même quelque peu inquiet par la fonction prédictive qui veut être donnée au traitement automatisé de données de passagers. Il est indiqué très clairement, c'est la première partie ici du considérant, que ça va permettre d'évaluer la dangerosité de passagers qu'on n'aurait pas pu déterminer autrement. Donc, c'est des personnes qui ne sont pas encore identifiées comme étant liées ou potentiellement liées à des activités terroristes. Par la simple croisement de données passagers, évidemment, on imagine en fonction de la destination qu'ils ont pu visiter, on va les identifier et ensuite investiguer encore davantage pour vérifier s'il y aurait matière à leur refuser l'accès au territoire, par exemple. Et ce qui est assez inquiétant dans la dernière partie ici du considérant, c'est qu'on indique que les critères d'évaluation de ce traitement de données passagers que l'on va mettre en place devraient être définis, les critères d'évaluation devraient être définis d'une manière qui réduise au minimum le nombre d'identifications erronées de personnes innocentes par le système. Donc ça veut dire qu'on considère que, par définition, le système ne sera pas infaillible, va identifier des personnes qu'on sera obligé d'investiguer de manière beaucoup plus encore intrusive, peut-être pour se rendre compte au final qu'ils n'ont rien à se reprocher. Évidemment, ici, on a pas mal de gens qui voyagent fréquemment au Moyen-Orient qui probablement seront identifiés de prime abord. Alors, en conclusion, évidemment, j'ai survolé toute une série de problématiques qui mériteraient chacune d'elles des développements encore plus approfondis. Simplement, donc, pour mettre en évidence, que cette notion de terrorisme, effectivement, est à débattre. Elle sert, évidemment, elle renvoie à une réalité
palpables et à des actes qui méritent évidemment répression adéquate, mais en même temps, ça ne doit pas empêcher évidemment un discours critique et une distance critique par rapport à la fois à l'utilisation de la notion et par rapport aux mesures qui sont prises pour lutter contre le phénomène terroriste. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces propos qui commencent, je pense, à nous éclairer sur ce terme et dont on va parler évidemment toute la journée. Donc on va continuer d'explorer et on va profiter de vous, Gilles Ferragut, puisque vous êtes chercheur à l'Institut des sciences sociales du politique, une unité du CNRS, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université Paris-Nanterre et à Sciences Po, et auteur d'une histoire du terrorisme qui a été publiée en 2014 aux éditions Perrin. Et donc, nous allons vous écouter avec beaucoup d'attention également. Merci. La terreur est un sentiment universel et ancien, mais son exploitation, à des fins politiques, le terrorisme, a eu une histoire récente et constamment renouvelée. Qu'il soit l'arme des pauvres, l'expression est de Jean-Paul Sartre, qu'il soit l'arme invisible, anonyme, omniprésente, l'expression est de Mikhail Bakounine, ou bien qu'il soit considéré comme un virus international, ça avait été proféré au G7 en 1996, il s'est imposé dans nos sociétés comme un phénomène majeur, l'un de ces moteurs dont l'histoire use pour bouleverser, moderniser ou abattre un système, un régime ou un État. Un phénomène qui suscite, pour reprendre la formule de l'essayiste américain Walter Laqueur, une fascination à distance respectueuse. Cette distance, même ce processus de mise à distance, il est fondé sur une lecture critique des sources historiques, et c'est donc l'une des clés de cette approche historique. Et pourtant, le terrorisme se dérobe. Il se dérobe à l'approche historienne, il se dérobe du fait de son caractère insaisissable, et nous considérerons ici le terrorisme non pas comme une réalité objective, la dimension politique elle-même est problématique. Les historiens parlent de violence politique, alors que du point de vue pénal, en France en tout cas, il ne s'agit pas d'un crime politique. Mais on va le considérer comme un fait subjectif, une arme rhétorique, destinée à délégitimer l'adversaire et à revendiquer le territoire de la violence légitime, à savoir l'État. Il se dérobe également du fait de sa nature protéiforme, c'est un discours aussi bien qu'une pratique, une tactique et une stratégie, une forme de guerre ou, pour détourner la formule célèbre de Clausewitz, la continuation de la politique par d'autres moyens. Il se dérobe également faute de sources. Le terrorisme n'est souvent appréhendé que dans le regard des victimes et des médias, c'est-à-dire des cibles, ou bien dans celle de la justice. Quant aux archives du terrorisme, elles sont finalement rares, peu accessibles, incertaines, de même que les témoignages, même si là, il faut distinguer ce qui relève du terrorisme d'État et ce qui relève du terrorisme des minoritaires. Bref, comme toute entreprise requérant le secret, le terrorisme se plie mal à la discipline de l'archive. Il se dérobe enfin en ce qu'il sollicite l'émotion et non la raison. Si le territoire de l'historien est le temps, un temps court ou long, scandé par des archives, celui du terroriste est un présent plutôt immédiat, un présent émotionnel qui interfère avec cette exigence de distance. C'est donc le rapport au temps qui sous-tend la problématique de cette communication, avec, au-delà du seul terrorisme, cette question récurrente en histoire, on doit se demander si le terrorisme a une histoire. Alors pour aborder cette question, moi je vais passer par un culte. Je vais passer par un culte dénoncé voilà plus d'un siècle par le sociologue François Simian, et un culte qui peut s'avérer éclairant. Dans un article qui s'appelait « La méthode historique et la science sociale », il évoque, je cite, les idoles de la tribu des historiens, l'idole des origines, l'idole politique, l'idole individuelle. C'est à partir de ce culte et de cette réflexion, on va dire, du sacré, que nous allons tenter de saisir la nature immédiate de l'approche historienne du terrorisme. L'idole des origines s'impose d'emblée, tant la question des origines sous-tend la démarche historienne. Alors, le problème, c'est que c'est une idole trompeuse, en ce qu'elle distingue le mot et l'idée. Depuis donc l'ouvrage fondateur de Walter Laqueur, on assimile au terrorisme quelques-uns des mouvements de violence politique parmi les plus anciens. On croit le voir par exemple émerger dans les figures bibliques de Judith, affrontée à Holoferne, de Jaël et du général cananite Sisera. On le détecte dans la Palestine romaine du 1er siècle, avec les sicaires, évoqués par Flavius Joseph dans ses Antiquités juives. On le trouve également évoqué, par exemple, pour la stratégie militaire d'Attila.
Dans la même logique, les assassinats ciblés perpétrés par les assassins ismaéliens de la secte menée par Hassan Sabbah depuis la forteresse d'Alamoud constituent une référence d'un terrorisme prémoderne. L'assassinat, par exemple, du vizir persan Nizam al-Mulk en octobre 1092 serait le premier attentat d'une secte dont les tueurs vont persister jusqu'au XIIIe siècle et vont prêter notamment main forte contre les croisés. Et donc, dans cette galerie de portraits de la violence politique, on côtoie des thugs indiens qui côtoient donc justement des doctrinaires du tyrannicide, ou encore un Guy Fawkes et le complot des poudres. Est-ce qu'il faut remonter à l'Antiquité pour définir le terrorisme ? Cela pose la question de la nature du phénomène. Est-ce qu'il s'inscrit dans une pratique de la violence, une forme de guerre, auquel cas le détour par l'histoire ancienne est légitime, ou bien est-ce qu'il s'agit d'un discours sur la violence, une stratégie de la violence politique? Est-ce qu'il faut considérer seulement l'acte, à savoir le coup de couteau du sicaire juif ou la bombe placée par le catholique anglais, ou bien la pensée qui l'inspire et le dessein qui l'anime? L'idée que cette violence ponctuelle, appliquée en un point donné du corps social, pourrait changer le cours de l'histoire. Une histoire qui, jusqu'au XVIIIe siècle, ne relevait en théorie que de la divine providence. Autrement dit, le terrorisme va-t-il de pair avec l'affirmation de l'individualisme et la déchristianisation des sociétés comme une nouvelle manière pour l'individu d'affirmer son empire sur le cours de l'histoire? L'inspiration même que l'on prête à l'attentat fait sens. Faut-il assimiler le terrorisme et le tyrannicide? Là encore, la question se pose de distinguer la pratique et la théorie, le geste et ce qui l'inspire. On pourrait comparer l'assassinat de Henri IV par Ravaillac, dans sa méthodologie qui ressemble à un attentat, et celui du duc de Berry, unique héritier du comte d'Artois, futur Charles X, par Louvel en 1820. L'un ne voulait punir qu'un mauvais roi, l'autre voulait mettre un terme à la monarchie en assassinant son dernier espoir. Faut-il enfin limiter le terrorisme au prisme du rapport entretenu avec les médias, en considérant avec Raymond Aron dans Paix et guerre entre les nations qu'une action violente est dénommée terroriste lorsque ses effets psychologiques sont hors de proportion avec les moyens physiques utilisés. Il en devient donc résolument moderne, son émergence épousant la chronologie des médias de masse. À l'évidence, donc, le terrorisme n'est pas un phénomène atemporel. Il s'inscrit dans un discours, un système de représentation, une époque, et est soumis dès lors à un contexte qu'il faut assimiler. On peut, avec l'historien Henri Laurence, s'en tirer en distinguant un terrorisme ancien et un terrorisme moderne. L'apparition, alors, du mot constitue un bon marqueur. Le terrorisme est à la fois un objet connu et méconnu. Connu en ce qu'il s'inscrit initialement dans une période largement travaillée et débattue, la Révolution française et la Convention, et méconnu en ce que sa définition rencontre de ce fait des difficultés. Le terrorisme en tant que politique émerge déjà au prétexte d'un assassinat, celui de Marat, l'ami du peuple, par Charlotte Corday en 1793. La réaction de la Convention est connue, c'est Royer, lors d'une séance du 30 août au Club des Jacobins, qui forge l'expression consacrée « Qu'on place la terreur à l'ordre du jour, c'est le seul moyen de donner l'éveil au peuple et de le forcer à se sauver lui-même ». Votée, la mention parvient à la Convention le 5 septembre 1793. Et l'appel à la terreur pour sauver la Révolution va résonner dans toute l'Europe. Une terreur dont on ne retient que les aspects les plus sanglants, bien sûr, les 30 000 victimes, la loi des suspects. Ainsi, le régime de la terreur, qui revendique cette pratique comme mode de gouvernement, l'inscrit dans l'art politique. La terreur, cette peur qui fige au sens étymologique du terme, se mue en un système politique. Et de l'émotion, plutôt, on passe à un gouvernement, le terrorisme, un mode de gouvernement, le terrorisme. Le mot est forgé en 1795 par le publiciste anglais Edmund Burke, et il entre dans le dictionnaire de l'Académie française en 1798. Premier constat, le terrorisme naît dans la matrice de l'État. Pour en sortir d'ailleurs assez rapidement. En effet, c'est Napoléon qui est la cible du premier attentat terroriste minoritaire à la Noël 1800, lors de l'affaire de la rue Saint-Nicaise. Il s'exclame sous le coup de l'émotion provoquée par cet attentat que celui-ci ne pourrait être que le fait de terroristes, sous-entendu de jacobins, de républicains. Alors le premier consul, dont les ambitions à l'époque ne sont guère républicaines, croit voir dans cet attentat la main de ses adversaires politiques, alors même que l'attentat est finalement l'œuvre de monarchistes, démonstration faite par son ministre de la police, Fouché,
lui-même ex-jacobin. Mais le mot va subsister. Les minoritaires sont alors qualifiés de terroristes et ils vont le rester. Le 19e siècle européen, français mais également russe, est marqué par un terrorisme récurrent qui fait du terroriste une figure du monstre. Cette violence s'exporte d'ailleurs fort bien et marque une première mondialisation qui voit des anarchistes français aller enseigner le maniement de la dynamite à des mouvements contestataires indiens. Dès la fin du XIXe, l'affirmation de la terreur d'État via le totalitarisme, la mondialisation de certaines questions, comme la question palestinienne par exemple, et l'émergence de réseaux d'un nouveau genre, tels la nébuleuse, la franchise, Al-Qaïda, sont les autres étapes d'un phénomène qui évolue et qui peut donc être historicisé dans ses pratiques comme dans ses discours. L'idole des origines pose également un autre problème, qui est celui de la perception du temps présent. Le terrorisme se nourrit de l'émotion, de l'instantanéité. Il veut provoquer une réaction immédiate, un effet de sidération qui oblitère tout raisonnement critique. Toute histoire est contemporaine, écrivait Benedetto Croce. L'histoire du terrorisme semble même n'être que contemporaine, atteinte de ce présentisme qui efface le passé au nom de l'émotion. Le recours à l'histoire permet de réinstituer une distance. Alors, aux côtés de l'idole des origines, on trouve aussi l'idole individuelle, autre marotte historienne. Le terrorisme se prête également à cet effet de loupe, tant les acteurs sont facilement identifiables, sinon les victimes. Les attentats à l'aveugle, revendiqués comme tels d'ailleurs, n'arrivent qu'à la fin du XIXe siècle en France et en Espagne. Et donc, jusqu'à nos jours, on a pu considérer que les terrorismes prenaient le devant de la scène. Et, entre guillemets, l'arbre Ben Laden a longtemps caché la forêt Al-Qaïda. Alors, cette dimension individuelle va paradoxalement de pair avec l'idée d'un anonymat. Le terroriste peut être, avant de perpétrer un attentat à un individu sans relief, la figure du monstre terroriste n'émergeant qu'a posteriori. Au-delà de ce constat facile, la dimension de l'individu et de son pouvoir est la majeure et rejoint l'idée que le terrorisme est un produit de la modernité politique et d'un individualisme paroxystique, plutôt qu'une forme de guerre. Dans ces formes mêmes, le terrorisme mute et évolue selon des lois quasi darwiniennes en fonction du contexte et des progrès technologiques. On passe du cercle de comploteurs au réseau, du réseau à la franchise, de la franchise au proto-État. L'idole politique est la plus éminente sur ce sujet. Le terrorisme est assimilable à la violence politique. Et à ce titre, son étude relève avant tout de l'histoire politique et de l'histoire des cultures politiques. Mais la globalisation aidant, le terrorisme devenu transnational s'inscrit aussi dans une réflexion sur les relations internationales comme élément. Alors face à cela, quelle est la fonction de l'historien ? Les règles de l'histoire sont anciennes. L'exigence d'impartialité, d'objectivité et de tradition, à commencer par Tacite qui voulait écrire une histoire, je cite, « sans amour et sans haine ». Le terrorisme pose toutefois à l'historien ce dilemme qui est celui de la dimension morale des actes. Quelle différence existe-t-il entre un terroriste et un libérateur, un résistant ? La question du rôle de l'histoire comme instance de jugement est ancienne. L'histoire est écrite par les vainqueurs, dit-on. Cela se vérifie pour la question du terrorisme. L'exemple de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale ou encore de la naissance d'Israël plaide en faveur de ce topos. Faut-il alors confier aux historiens la possibilité de qualifier ce qui relève du terrorisme et ce qui n'en est pas ? On pourrait bien évidemment se tourner vers la formule de Hegel, tirée de son cours de 1817 sur le droit naturel et la science de l'État, qui expliquait, je cite, que l'histoire du monde est un tribunal du monde. Cet argument a d'ailleurs souvent été évoqué à titre de justification. L'histoire jugera, dit-on. Ainsi, en Argentine, avant de rendre le pouvoir aux civils, l'armée publie en 1983 un long document final de la junte militaire sur la guerre contre la subversion et le terrorisme, qui mentionne notamment les raisons de la violence de l'État. Je cite, « Sur cette façon d'agir qui n'a pas été voulue par les forces armées, mais à laquelle elles ont été contraintes pour la défense du système national d'existence, c'est le jugement de l'histoire, et lui seul, qui pourra déterminer avec exactitude ce qui revient à qui revient la responsabilité directe de méthodes injustes ou de morts innocentes. » L'historien est donc sommé de juger. En a-t-il les moyens et surtout le droit ? La question du rôle social s'est fréquemment posée à cette question. On répond habituellement en citant l'un des pères de l'école des Annales, l'historien Lucien Febvre, qui disait, je cite, « Organiser le passé en fonction du présent est ce que l'on pourrait nommer la fonction sociale de l'historien. » Et avec une interrogation semblable, son compère, Marc Bloch, considérait qu'il s'agissait, je cite, « de comprendre le présent par le passé et surtout le passé par le présent ».
Au croisement de ces deux réflexions, l'histoire du terrorisme n'est donc pas une histoire neutre. Et donc, passé au crible de l'histoire et des historiens, le terrorisme sort de l'événement pour entrer dans la conjoncture, c'est-à-dire une violence politique récurrente dont il est bon de questionner les modalités, les pratiques, les contextes, autant que les discours, afin de ne pas devenir l'otage de la logique de terreur imposée par l'attentat. Le phénomène pose de nombreux problèmes, il suppose surtout un double recul, une mise à distance morale et critique. Si le travail historique se heurte à des obstacles et peut céder à des tentations, à des facilités, ces fameuses idoles évoquées précédemment, il offre par contre au sujet d'un phénomène qui joue sur l'émotion un indispensable point de vue, une profondeur, un recul, une mise à distance nécessaire à l'exercice de la raison. C'est sans doute là l'apport majeur, une façon non pas de dédramatiser l'attentat, mais d'en instruire sur le long terme le procès et de saisir le rôle de la violence politique dans notre histoire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement dense sur laquelle je pense que nous allons revenir dans les questions-réponses, parce que j'ai oublié de vous le préciser, mais à l'issue des 4 présentations, nous aurons un temps évidemment de dialogue avec la salle, ce qui vous permettra de pouvoir approfondir ou de revenir sous tel ou tel point, puisque là déjà, avec les 2 premières interventions, nous avons déjà de nombreux points, je pense, qui vont susciter de l'intérêt. Et c'est vrai que cette profondeur historique est extrêmement importante et je pense que ça permet de cadrer aussi l'exercice auquel nous nous livrons aujourd'hui. Et là, nous allons faire un saut, si je puis dire, dans l'actualité avec Alain Grèche, qui est journaliste, directeur du journal en ligne Orient 21, que je suppose vous connaissez tous, qui est vraiment une référence. D'ailleurs, qui avait publié il y a quelque temps un article d'Henri Laurence sur le terrorisme. Et donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir sur le site et à retrouver cet article qui était extrêmement intéressant et qui correspond aux interrogations que nous avons aujourd'hui. Donc, Alain, lui, va nous parler de la dimension géopolitique du terrorisme et de la guerre contre ce terrorisme. Merci Alain. Bien, merci. Donc je vais essayer de parler de la guerre contre le terrorisme et de ce qu'elle représente et des conséquences que ce type d'analyse peut avoir sur les politiques, notamment les politiques de nos gouvernants. On peut dire que le concept de guerre contre le terrorisme est aujourd'hui un concept qui, aux yeux des puissances occidentales en tous les cas, permet d'analyser le monde et de le comprendre et de l'organiser. Un peu comme la guerre froide avait été entre 1945 et 1990, le paradigme d'analyse du monde. Aujourd'hui, on analyse le monde à travers ce concept de guerre contre le terrorisme. Je rappelle que cette guerre contre le terrorisme, elle a été lancée à un moment donné, c'est-à-dire au lendemain des attentats du 11 septembre, par le président George W. Bush. Et son discours de guerre contre le terrorisme reposait sur 2 affirmations. La première, il déclarait devant le Congrès américain, en parlant des terroristes, ils haïssent ce qu'ils voient dans cette assemblée, qui était le Congrès américain, un gouvernement démocratiquement élu, leurs dirigeants se désignent eux-mêmes, ils haïssent nos libertés, notre liberté religieuse, notre liberté de parole, notre liberté de voter et de nous réunir, d'être en désaccord les uns avec les autres. Donc il inscrivait ça dans réellement 2 conceptions de la civilisation ou dans la poursuite, à mon avis, d'une guerre de civilisation. C'est-à-dire que nous avons affaire non pas à des ennemis politiques, non pas à des ennemis qui ont des objectifs géopolitiques, concrets, etc., mais qui nous haïssent pour ce que nous sommes. Conséquence, il n'y a pas de solution à ça. On est dans une guerre dont il faut que l'un des 2 protagonistes disparaisse. Et il a ajouté, c'est une guerre mondiale de longue durée, équivalente à celle que les démocraties ont menée contre le fascisme et le communisme. Avec une autre dimension importante, c'est le terme de guerre, qu'aujourd'hui on voit, qui me semble très important dans la mesure où globalement, la guerre est devenue le moyen de régler les questions du terrorisme. Et on n'a jamais eu autant d'interventions militaires, notamment de notre gouvernement d'ailleurs, dans des conflits externes. C'est l'idée que, par la guerre, nous allons pouvoir réduire, battre, écraser ces ennemis qui menacent notre civilisation, notre manière de vivre, tous nos principes essentiels. Je voudrais faire juste là une première remarque, c'est cette guerre a été lancée il y a 15 ans.
si on en fait un bilan, alors on peut dire que c'est un bilan trop tôt, c'est un désastre absolu. Il n'y a jamais eu autant de terrorisme, il n'y a jamais eu autant de groupes que nous combattons du Mali à l'Irak, à l'Afghanistan, etc. Et il n'y a jamais eu autant de morts à travers des actions dites terroristes qui visent, comme vous le savez, essentiellement les pays comme l'Irak, la Syrie et d'autres. Et donc, c'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas la moindre interrogation sur est-ce que cette guerre, nous sommes en train de la perdre? Est-ce que nous sommes en train de la gagner? Contre qui nous la menons? L'autre élément, je voudrais dire, pour ne pas paraître trop schématique, c'est-à-dire que le discours de Bush et de l'administration américaine des années 2000, il a évolué sous Obama, et à un moment, on a eu l'impression qu'il était remis en cause. On voit aujourd'hui qu'avec Trump, on revient à ça. Et je dirais, on voit aussi une homogénéisation du discours, à la fois européen et américain, concernant cette guerre contre le terrorisme. Et c'est particulièrement le cas en France. Si vous lisez le livre que François Fillon a écrit, dont on a assez peu parlé, alors qu'il a été un élément important de son succès électoral à la primaire, qui est vaincre le totalitarisme islamique, c'est le discours de Manuel Valls sur l'islam. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas d'ailleurs de différence dans les politiques menées ou envisagées de ce point de vue. Donc là, on est face à quelque chose qui me semble tout à fait important. Et je dirais que ce qui me semble important, c'est que, ce concept nous permet d'analyser, nous sert à analyser toutes les crises. C'est-à-dire, on va, même si dans la réalité c'est beaucoup plus compliqué, on va mettre n'importe quelle action locale qui se passe, on va l'inscrire dans quelque chose de global. Sans se rendre compte que, d'une certaine manière, on fait le jeu des organisations que nous prétendons combattre, qui sont Al-Qaïda ou l'organisation de l'État islamique. Je donne un exemple concret, c'est ce qui se passe dans le Sinaï. Dans le Sinaï, il y a, depuis 2013, c'est-à-dire depuis le coup d'État qui a renversé un gouvernement démocratiquement élu en Égypte, une guerre qui est menée par un groupe qui a fait allégeance à l'État islamique. Il y a deux manières de voir ce conflit. C'est effectivement une partie d'une guerre mondiale que nous menons contre l'État islamique et il n'y a pas de... Voilà. Et puis il y a une manière d'inscrire ça dans la réalité égyptienne, c'est-à-dire à la fois la prise de pouvoir par l'armée en 2013, mais aussi la situation propre du Sinaï qui fait que le Sinaï a été depuis 30 ans ou 40 ans une région complètement négligée par les pouvoirs successifs en Égypte, complètement soumis à un racisme d'État, à des discriminations, etc. Et de se dire que si on veut résoudre ces problèmes, il faut effectivement s'inscrire dans cette réalité concrète. Et la fonction de la guerre contre le terrorisme comme une espèce de globalisation qui fait que finalement on considère que Boko Haram ou la wilaya Sinaï de l'État islamique ou ce qui se passe en Syrie, tout ça, ça relève de la même vision, me semble très dangereuse. Elle me semble très dangereuse aussi parce qu'elle est une manière d'évacuer la politique. C'est quand vous êtes dans la guerre contre le terrorisme, vous n'êtes plus dans la politique, vous êtes dans la morale, vous êtes contre les barbares. D'ailleurs, le terme est utilisé par nos dirigeants pour dire « Regardez, qu'est-ce qu'ils sont barbares, tous ces gens que nous combattons. Ils sont vraiment le mal incarné. » Mais nous, on n'est jamais le mal incarné. Nous, quand on bombarde des civils, c'est des dommages collatéraux. Mais cette idée de présenter les autres comme barbares, c'est effectivement une dépolitisation des conflits. C'est-à-dire on est dans un conflit qui est, encore une fois, je l'ai dit, un conflit de civilisation qui n'a pas de solution et qui est une guerre à long terme. Je veux dire, Bush l'avait dit de manière vraiment claire, il dit c'est pour des générations que nous sommes dans cette guerre. Et là, on rejoint l'idée qu'on est de fait dans une guerre de civilisation. Et comme ça s'ajoute à des problèmes qui existent dans nos pays sur la question des communautés musulmanes, etc., on alimente cette guerre de civilisation. Je voudrais rappeler pourquoi ça me semble important. Parce que la manière dont on analyse une situation géopolitique, elle a des conséquences très concrètes. Et on peut faire des erreurs qui, je parle des gouvernements occidentaux, qu'on va payer par la suite. Je voudrais donner deux exemples historiques qui nous éloignent un peu du terrorisme au sens propre, mais qui sont intéressants. Le Proche-Orient des années 50-60 est marqué par une lutte du mouvement de libération nationale arabe
pour en finir avec les puissances coloniales, etc. Cette grille d'analyse, qui est, à mon avis, la réalité de la situation, elle n'est pas du tout vue comme ça par les puissances occidentales. Elle est vue comme un lieu d'affrontement entre nous et les soviétiques pour le contrôle de la région. Et comme nous demandons aux pays arabes indépendants ou aux nouveaux gouvernants qui ont pris le pouvoir en Égypte, en Syrie, de rejoindre des pactes anti-soviétiques et qu'ils refusent, on les qualifie d'agents communistes. Et on va essayer de combattre, et on va combattre Nasser, le nationalisme arabe révolutionnaire. C'est Guy Mollet qui disait de Nasser, c'est à Hitler au petit pied. On va le combattre jusqu'au moment où on va le casser. Et effectivement, de ce point de vue, on a contribué, on n'est pas les seuls, les Européens et les Occidentaux, à casser le nationalisme arabe révolutionnaire. Et on a eu l'islamisme. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, cette erreur d'analyse, de ne pas comprendre que ces régimes nationalistes arabes n'étaient pas ni inféodés à Moscou, mais n'avaient rien de communiste. Ils étaient même profondément anticommunistes, ils réprimaient chez eux les communistes, etc., étaient des ennemis stratégiques, nous a amené effectivement à créer une situation dans laquelle petit à petit on a favorisé l'émergence d'une alternative qui a été l'islamisme politique. Je ne vais pas y revenir. Mais l'autre exemple aussi intéressant, c'est celui de l'Afghanistan. Je veux dire, la guerre d'Afghanistan, quand les soviétiques interviennent, ce qui est une intervention illégale, condamnable en Afghanistan, la politique américaine et occidentale à l'époque, c'est l'aide aux combattants de la liberté, les moudjahidines. L'analyse à l'époque, c'est que l'Union soviétique est une puissance tellement menaçante qu'il y a des gens qui nous expliquent qu'ils vont venir envahir la France, que l'armée russe et que l'armée soviétique est une armée très menaçante. Et j'aime à citer Jean-François Revel, philosophe très connu, qui écrit en 1983 « Nous avons perdu la bataille contre le plus dangereux totalitarisme que l'Occident ait connu, qui est l'Union soviétique. » 2 ans après, Gorbatchev a été élu, et 7 ans après, l'Union soviétique s'effondrait. Mais à l'époque, je vous rappelle, c'est notre président qui disait les pacifistes sont à l'ouest, les missiles sont à l'est, qu'il y avait cette idée de menace, etc. Donc, on était dans cette idée de menace. Si on était dans cette idée de menace, il fallait saigner l'armée rouge en Afghanistan. Et on l'a saignée. Et effectivement, on a contribué de manière radicale à la défaite soviétique. Je veux dire, ça ne met pas du tout en cause le fait que c'était une occupation illégale, injuste et avec un aspect colonial, pour moi en tous les cas. Mais le résultat de ça a été quoi ? C'est la création d'Al-Qaïda. Je veux dire, quand même, rappelons-nous que les 2 moments forts de développement de ce qu'on a appelé le terrorisme islamique, c'est la création d'Al-Qaïda, résultat de la guerre d'Afghanistan, et c'est la création d'Al-Qaïda en Irak, qui va donner l'État islamique, qui est l'intervention américaine en Irak de 2003. Donc là aussi, mesurons à quel point nos politiques ont des conséquences qui peuvent être graves. La dernière chose que je voulais dire, qui rejoint un peu ce que les intervenants avant moi ont dit, c'est effectivement, on peut débattre 107 ans du terrorisme, de qui est une organisation terroriste, vous vous souvenez la formule de Sharon après le 11 septembre 2001, vous avez Ben Laden, nous avons Arafat. Bon. Mais je dirais, ce qui est le plus frappant, c'est le fait que, là aussi, c'est un effet de dépolitisation, c'est la contradiction entre notre discours et nos actions. Et je donne un exemple qui me semble quand même intéressant, parce que nous avons tous célébré la résistance héroïque des combattants kurdes à Kobané, à la suite de l'offensive de l'État islamique qui avait permis la conquête de Mossoul, qui se dirigeait vers Bagdad. Il y a eu une bataille héroïque menée par les combattants kurdes qui ont cassé l'avancée de l'État islamique. Le problème, c'est que les combattants kurdes qui ont, pour l'essentiel, des combattants kurdes qui ont cassé cette avancée, c'était des gens du PKK, du Parti des travailleurs du Kurdistan. C'est-à-dire que vous avez cette situation quand même assez paradoxale où nous, gouvernement français, américain, nous aidons sur le terrain le Parti des travailleurs du Kurdistan. Mais si vous manifestez dans la rue à Paris avec des banderoles du PKK, vous êtes susceptible d'être arrêté et condamné pour apologie du terrorisme.
je ne veux pas rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'est le PKK, qu'est-ce qu'il faut faire avec lui, etc. Je veux dire simplement, et je terminerai là-dessus, que pour moi, ce qui est important, c'est de réhabiliter la politique. Et que le concept de guerre contre le terrorisme, et même le concept de terrorisme, dont mes prédécesseurs ont montré qu'on n'arrivait pas à le définir, était un moyen de dépolitiser les conflits. Et je dirais, le discours essentiel quand je remonte au discours de George W. Bush en septembre 2001, c'est de dire, finalement, ce que vous nous faites, ou quand vous nous attaquez, ça n'a rien à voir avec nos politiques. C'est parce que vous nous haïssez, c'est parce que vous n'aimez pas que nos filles et nos garçons soient ensemble dans les cafés. C'est ça qui fait votre haine des Occidentaux. Mais ce n'est pas ce que nous faisons en Palestine, ce n'est pas ce que nous faisons en Irak, ce n'est pas ce que nous faisons dans la région, au Yémen, etc. Ça n'a pas d'importance. Et je trouve que ça, c'est très grave, parce que ça ne permet pas de résoudre. Et comme je l'ai dit, 15 ans après le début de la guerre contre le terrorisme, il y a toujours plus de morts, toujours plus de terrorisme, et surtout toujours plus d'instabilité dans la région, qui, en dernier ressort, joue dans les mains des organisations que nous voulons combattre, que ce soit Al-Qaïda ou l'organisation de l'État islamique. Merci. Merci beaucoup Alain pour cette approche ancrée dans ce que nous vivons maintenant depuis quelques années dans la région et de bien avoir mis en évidence effectivement ce rapport avec le politique. Et je crois que ça me paraît effectivement indispensable de replacer le politique au centre de cette interrogation sur le terrorisme. Et là encore, je pense que ça va susciter des débats et des questionnements tout à fait intéressants. Alors, je vais donner maintenant la parole au dernier intervenant qui est Mathieu Rey, qui est historien, chargé de recherche au CNRS et l'IREMAM et chercheur associé au Collège de France et qui travaille beaucoup sur la Syrie, sur Daesh et qui va donc nous parler des origines de Daesh dans ce contexte de terrorisme. Merci. Bonjour, je tiens d'abord à remercier l'IREMO pour son invitation à ce colloque et qui nous permet de revenir sur un phénomène autour d'un mot qui attire beaucoup de commentaires, qui est le terrorisme. Aussi, d'emblée, je tiens à le signaler, je n'emploierai pas ce terme, on pourra revenir dans le débat éventuellement, pour réfléchir en tant qu'historien sur un groupe particulier, l'État islamique, qui s'est désigné comme tel, et d'essayer de voir ce qu'il veut dire et comment il s'est construit sur un temps moyen pour l'historien, c'est-à-dire sur ces dernières décennies. Je ne suis pas un spécialiste de la France, pourtant la France s'est imposée, entre guillemets, dans cette histoire de l'État islamique par la venue d'un certain nombre de nationaux au sein de ses rangs. Et c'est par là même qu'on a une imbrication de plus en plus forte entre Orient et Occident. Et sous une certaine forme, on pourra voir comment l'État islamique est le produit, d'une certaine manière, de trois contradictions. Celle de l'Orient, d'abord, ensuite de l'Occident, et plus généralement, une contradiction des relations entre Orient et Occident, comme on a pu le voir juste à l'instant. L'historien a une fonction, je pense, essentielle pour restituer ce qui était possible. À un moment donné, les trajectoires ne sont pas figées, nul n'est prédestiné à devenir quelque chose. Et plus particulièrement, le bassin dans lequel prend forme l'État islamique est pour cela quelque chose d'essentiel. Pourquoi l'État islamique est-il si fort en Syrie et en Irak ? Ou plutôt en Irak et en Syrie, parce qu'il débute là-bas. Pourquoi il faut revenir sur son berceau pour comprendre la force et le dynamisme duquel il est animé ? Et pourquoi surtout je restreins mon analyse à cela ? C'est bien qu'il a une spécificité sur les bords de l'Euphrate, sur lesquels il faut revenir amplement. La Syrie et l'Irak, ce sont des sociétés fragmentées en termes de confession, ou en termes de communauté, ou en termes d'ethnie. On peut choisir le terme que l'on préfère. Effectivement, nous rencontrerons un ensemble de composantes confessionnelles, sunnites, chiites, avec toutes les variantes en leur sein, ou chrétiennes encore, ethniques aussi, mais en cela, rien de bien différent, je dirais, de n'importe quel pays. Il suffit de prendre la France pour s'apercevoir qu'il y a un ensemble de communautés religieuses, un ensemble de communautés régionales, pensez aux Corses et aux Bretons, et parlez-en, s'ils sont uniquement français, ils vous répondront peut-être que non. La spécificité des communautés, au sens large du terme, de la Syrie et de l'Irak, ne tient pas forcément à ce qu'elles sont en tant que telles, en termes d'identité, mais bien à la manière dont une politique s'est greffée dessus et la manière dont des régimes
politiques les ont utilisés de telle manière à construire et reconstruire le lien social. Si je prends l'histoire de ces pays de façon très rapide, indépendants plus ou moins au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ils tentent, autour d'entreprises parlementaires pendant à peu près une quinzaine d'années, de tisser une sorte de chose publique dans laquelle les populations auraient une place. Et pour cela, de part et d'autre, ils mettent de côté les caractères identitaires qui ne seraient pas propres à la nation, c'est-à-dire irakiens ou syriens, et choisissent de placer les représentants de chaque communauté au sein de parlements. Mais ils ne parviennent pas à faire face aux urgences nationales, que ce soit la question agraire d'une part, ou que ce soit les tensions internationales d'autre part, guerre froide ou conflit israélo-palestinien. De ces deux tensions-là naissent de nouvelles générations de militants qui exigent une transformation immédiate des pays de telle manière à répondre à leurs demandes. J'insiste sur ce moment pour une raison. Si je prends juste le cas de la Syrie, ces militants viennent principalement de 3 régions. Ils viennent du sud de la Syrie, de cette ville de Deraa dont on entendra parler bien plus tard, de Deir ez-Zor, sur les bords de l'Euphrate, ou encore de la montagne alaouite, desquels sont issus un certain nombre d'officiers militaires. Devant l'urgence, une seule réponse s'impose pour ces militants. Comme le mouvement politique par l'élection ne permet pas de transformer la situation rapidement, il faut trouver une méthode révolutionnaire, immédiate, qui permette de changer les choses. Et pour cela, le coup d'État s'impose. La succession du coup d'État en Syrie et en Irak, peut-être 41 tentatives, dont une bonne partie réussie en Syrie, à peu près plusieurs dizaines en Irak entre 1949 et 1970, illustre la manière dont la chose publique va être déconstruite de l'intérieur par cette méthode révolutionnaire. Dès lors, le politique va être écrasé progressivement dans la mesure où faction contre faction s'affrontent et qu'une lutte à mort amène 3 composantes à se rencontrer: des technocrates de l'État qui ont des projets de réforme, des militaires qui ont les moyens mécaniques de changer les choses, et ce qui est issu des tensions internationales et autres, les services de renseignement, qui savent opérer judicieusement, à la bonne heure, ce changement immédiat. La succession de chaque coup d'État amène à chaque fois la même chose. La faction précédente, qui était colorée confessionnellement, est mise de côté. Pourquoi ? Parce que lorsque vous organisez un coup d'État, il vaut mieux être entouré de personnes qui vous sont proches. Pour être entouré de personnes proches, vous choisissez dans votre famille, voire dans votre village, et ainsi vous agglomérez au sein des organes de l'État des mêmes composantes qui colorent confessionnellement a posteriori cet État. Est-ce que les Alaouites dominent la Syrie ? Certainement pas. En revanche, des segments de la confession alaouite ont pris le pouvoir par le biais des Assad et ont mis d'abord en coupe réglée leur propre communauté avant de mettre en coupe réglée l'ensemble de ces États. Ce qui est important, c'est qu'à partir des années 70, on va rentrer dans un paradoxe. Du point de vue international, Bachar el-Assad et Saddam Hussein présenteront un même discours. Hafez al-Assad, pardon. Un même discours. Je suis le garant de la stabilité. Et effectivement, regardez, il n'y a plus de coup d'État, il n'y a plus de soulèvement. Et dans une certaine mesure, j'inscris mon pays dans un concert des nations qui renouvelle son dialogue avec la région dans la mesure où je suis, pour Saddam, un garant contre ce révolutionnaire iranien qui pose problème, voire je suis un garant contre les soviétiques qui pourraient toujours prétendre au pétrole. Quant à Hafez el-Assad, il faudra attendre un peu plus tard. Il deviendra le garant contre Saddam Hussein, devenu quelque peu gênant à partir de 1991. C'est donc 2 garants de la stabilité d'un point de vue international, alors même qu'à l'intérieur, les soulèvements armés se multiplient, dans la mesure où la construction de leur régime fonctionne sur l'annihilation du politique. Pour cela, une méthode très simple. Ils construisent leur pouvoir sur la concurrence d'organismes de police qui disposent de l'intégralité des prérogatives et qui n'ont pas d'autre limite que le fait de reconnaître l'autorité du chef. Ainsi, nous n'avons plus une SS, mais plein de SS qui se concurrencent les unes des autres, et ainsi, le contrôle de la population est assuré. Mais par là même, la déconstruction du politique amène à des fractures profondes et durables. Loin de régler les problèmes entre communautés locales, entre villages, ou même
au niveau national dans les politiques de développement, chacun de ces problèmes est réglé par la répression. Si les Druzes s'affrontent aux Bédouins autour du Djebel el-Druze en 2000, on arrêtera les représentants de chacun qui iront en prison et ainsi le problème cessera. Et donc, progressivement, ce système de gouvernement gèle dans une large mesure toute une série de fractures au niveau local, mais aussi au niveau régional, au sens de la province intérieure, et par là même décompose et déconstruit ce qu'aurait pu être un État de droit. D'un côté, il y a la loi pour tous, et à côté de cela, il y a la règle que tous connaissent, à savoir que certains ont toutes les prérogatives et non les autres. Pour que cela fonctionne, il n'y a pas que la coercition physique qui fonctionne. Il faut aussi assurer un système de prédation, pour la Syrie principalement à l'adresse du Liban, pour l'Irak à travers un ensemble d'entreprises qui permettent de prélever les ressources économiques et de les distribuer à l'intérieur des organismes. Dans ce concert de la stabilité politique promu par les systèmes bassistes, advient plusieurs coups de tonnerre. Le premier coup de tonnerre qui va donner naissance à la situation dans laquelle nous sommes, c'est 1991 que l'on oublie souvent. En 1991, Saddam Hussein, qui a consulté ses conseillers qui, naturellement, après 20 ans de dictature, se sont dit qu'il ne fallait pas contredire l'ordre du chef, envahit le Koweït, ce qui bouleverse la donne. Je ne reviens pas sur ce moment. Seulement, à ce temps-là, un espoir naît dans la mesure où la puissance américaine se signale par sa volonté de renouveler les équilibres régionaux. Et pourtant, trois éléments forts adviennent dans la décennie des années 90 qui vont largement conditionner la naissance de l'État islamique. Le premier, c'est une intifada populaire, un mouvement populaire qui anime les populations irakiennes, qui est ignoré parce qu'elle ne rentre pas dans les agendas de la coalition internationale, et près de 250 000 morts scellent la fin d'un mouvement qui aurait pu secouer les dictatures. Le 250 000 morts, pour tout spécialiste de la Syrie en 2012 ou 2013, faisait largement écho à d'autres événements. Comment, à un moment donné, la communauté internationale ne voit pas un mouvement populaire et attend à d'autres moments ce qu'il faudra faire pour secouer un régime à froid. La deuxième transformation initiée en 1991, c'est l'établissement d'un blocus qui, loin de détruire les outils du pouvoir du régime en place, au contraire lui permettent de réassurer son emprise au détriment d'une société. Le blocus, c'est le fait de devoir disposer des ressources premières, du lait pour bébé, des couches, etc., pour des communautés. Que faire pour les trouver dans ces cas-là ? Il faut aller au plus proche, à celui qui pourra assurer la livraison. Et donc, vous avez la renaissance de tout un ensemble de réseaux qui ne se voient pas à l'époque, parce que nous sommes dans un régime sur lequel il est difficile d'enquêter, mais nous avons la trame de toute une série de ce qu'on appellerait de mafias qui sont connectées jusqu'au sein de l'État. Et enfin, pour Saddam, et très important, comme le parti Baas n'a pas réussi forcément à remporter la victoire au moment de 91, il faut donner, à travers le message du nationalisme arabe, il faut peut-être trouver une autre méthode pour souder ces officiers des renseignements et ces officiers de l'armée. Et c'est la grande campagne pour la foi où l'envoi des officiers réviser leur religion comme nouveau ferment. Prenons 1991, donc il y a 25 ans. Ces officiers, jeunes à l'époque, une vingtaine d'années, partent donc dans les universités saoudiennes pour retrouver les ferments de la religion. 12 ans plus tard, à la trentaine, au moment où ils doivent rentrer dans la carrière, au moment où ils vont pouvoir assumer enfin des fonctions, advient un deuxième coup de tonnerre qui va bouleverser l'équilibre régional. 2003, George Bush, à froid, décide de fracturer un État sans même le connaître, sans même penser le jour d'après. En 2003, encore des possibles qui s'initient. Que faire ? George Bush propose alors une solution. On va appliquer la politique de dénazification telle qu'elle avait marché en 1945, oubliant par là même que probablement elle avait fonctionné en Europe parce qu'on avait démontré aux Allemands que l'enfer qu'avaient promis les nazis, à savoir la barbarie soviétique alliée aux puissances américaines, n'était pas une réalité. Et au contraire, dans le cas irakien, cette politique va se traduire par la déconstruction des derniers éléments qui permettaient de nouer entre eux un ensemble de réseaux.
Je passe très rapidement parce qu'il faudra arriver jusqu'en 2011. 2003, qu'est-ce que c'est ? C'est un processus politique dans lequel ceux qui veulent construire leur pouvoir vont uniquement utiliser la variable identitaire. Derrière moi, chiite, vous aurez du pouvoir, vous qui avez toujours été marginalisés. Derrière moi, kurde, vous allez pouvoir vous retrouver. Le problème de l'identité, c'est que lorsqu'on commence à vouloir s'identifier soi-même, cela force tout à chacun à se dire « est-ce que vous êtes un tel ou autre ?» Et par là même, cela fait renaître chez chacun des différences. Cela marche, parce que dans la conception de dénazification, il faut représenter les minorités, et donc celui qui se garantit du mot d'ordre d'être le minoritaire se voit octroyer les ressources de l'État par les États-Unis. Et ainsi, dans les élections, une partie de la population se trouve tellement délaissée qu'elle refuse d'y participer, principalement la région de Anbar, qui ne vote en décembre 2005 qu'à 2% pour les législatives. C'est dans cette région-là qu'à partir de 2005, lorsque l'insurrection armée contre l'envahisseur étranger que sont les États-Unis, qui ont mis de côté toute une partie du personnel politique, va prendre forme de nouveaux groupes que l'on qualifiera immédiatement de terroristes parce qu'ils s'adressent sous leur forme à des méthodes de guérilla, qui vont donner naissance à l'État islamique à partir de 2009. Mais pourquoi ce moment est crucial ? Dans la région de Anbar, les groupes qui se revendiquent de l'islam politique sunnite peuvent s'emparer du mot d'ordre de l'anti-impérialisme, ce qui permet de renouer autour des luttes telles qu'elles ont toujours été initiées dans la région depuis le début du siècle. Ensuite, ils trouvent dedans l'ensemble des réseaux qui leur ont permis d'acquérir leur puissance. Les réseaux qui préexistaient de contrebande, liés au moment du blocus, et les réseaux liés aux services de renseignement irakiens et de l'armée irakienne, dont l'ensemble du personnel dirigeant a été mis de côté. Or, ce personnel dirigeant, à la trentaine, arrive au moment où, justement, il est efficace et pleinement à même de remplir sa fonction. Mais la situation irakienne ne pourrait pas fonctionner et ne donnerait pas de force à l'État islamique sans la divine surprise de 2011. Alors même que nous sommes dans une situation compliquée entre sunnites, chiites et kurdes que personne ne comprend, hormis les Irakiens, qui ne se reconnaissent pas comme tels, voilà qu'en Syrie, l'État bassiste s'écroule sous un mouvement populaire à partir de 2011. Que fait la communauté internationale ? Elle regarde et laisse écraser ce mouvement populaire. Que fait les promoteurs de l'État islamique ? Ils inversent le discours pour la Syrie. Cette fois-ci, ne sont plus seulement les anti-impérialistes, mais ils sont bien les humanitaires de la révolution dans la révolution syrienne, à savoir ceux qui vont pouvoir construire un ordre politique immédiatement nouveau. Et c'est ainsi qu'ils rentrent à partir de 2012 sur le terrain syrien qui s'est militarisé, de telle manière à construire ce qu'est l'État islamique. Pour finir, très rapidement, si on m'accorde une minute. Oui, je te l'accorde. L'État islamique en Syrie repose sur l'État islamique en Syrie et en Irak repose sur une pratique et sur un discours. D'abord, il faut revenir sur ce discours. C'est à l'exemple de ce que nous ont donné les nazis, un univers de l'ultraviolence, mais aussi un imaginaire positif. Il faut revenir ici sur les travaux de Christian Ingrao dans sa Promesse de l'Est, qui nous montre bien que les nazis n'auraient jamais réussi s'il n'y avait pas cet univers positif. Là, c'est le califat immédiat, ce monde doré, dans lequel tout un chacun trouvera sa place en tant que musulman. Mais si on pousse plus loin le discours, on s'aperçoit que finalement, il n'est pas tellement éloigné de ce discours bassiste, soyez nationaliste arabe, dans votre pratique on verra ce que cela signifie, mais au moins prétendez à être quelque chose. Finalement, on a progressivement un basculement d'un discours vers un autre, faites semblant de suivre l'ensemble de la construction de ce califat, dans la mesure où, dans la révolution que nous menons dans la révolution syrienne, nous construisons un ordre nouveau. Ce discours fonctionne pleinement, alors même que sur les fronts armés, l'ensemble des autres composantes politiques piétinent parce qu'elles sont largement délaissées devant ce que d'autres auraient dit, une force mécanique extrêmement brutale, extrêmement efficace, d'abord l'armée syrienne, puis l'armée syrienne alliée à l'ensemble de ses alliés internationaux. Mais c'est aussi une pratique, l'État islamique, qui repose sur trois composantes simples. Une tête qui est largement méconnue, qui fonctionne sous la forme d'assemblée,
dont le critère de sélection a été celui d'avoir passé un certain nombre de temps en prison, de préférence dans des prisons américaines, donc une compétence en termes de clandestinité. La deuxième réalité, c'est une réalité décentrée qui fonctionne sur des liens très souples qu'autorise l'allégeance. L'allégeance, cela permet de faire de la différenciation, cela permet d'agréger qui veut à un ensemble plus large, que ce soit un groupe ou un individu. Cela règle par là même l'enfer des politiques de centralisation-décentralisation qui obsèdent nos différents gouvernements. Et enfin, cette allégeance, cela permet de déconstruire l'idée même de l'État moderne au sens westphalien du terme. On n'a plus besoin d'une zone avec des frontières, mais on a besoin d'un ensemble souple qui fonctionne sous la forme de réseau, bien plus que sous la forme d'un ensemble uni. Et par là même, on règle la question de la fiscalité, on règle la question du gouvernement, parce qu'on reporte toute question à plus tard. Et c'est là où pratique et discours se rejoignent. Dans le discours de l'État islamique, l'urgence immédiate, qui est de construire cet ordre nouveau du califat, permet d'écraser l'ensemble des questions immédiates, une politique pour le chômage, une sécurité sociale, etc. Ça, il n'y existe pas dans son discours. Mais au contraire, on essaye de projeter des signes politiques vers un ordre nouveau, ce qui permet de récupérer le discours de l'anti-impérialisme, le discours du faible contre le fort, le discours de celui contre qui toute la communauté internationale est alliée, et dans la région du Moyen-Orient, cela fait écho à d'autres questions dont l'État islamique peut puiser tout l'héritage symbolique, principalement la question palestinienne, et enfin et surtout à l'adresse de l'Occident. Cela permet de jouer sur ces fractures en montrant qu'il est un nouvel humanitaire, mais contrairement, je dirais, à Bernard Kouchner, lui revient avec des sacs remplis de Kalachnikov. Merci beaucoup Mathieu pour cette dernière intervention de cette première table ronde. Donc là, nous avons, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes, si on déborde un petit peu sur la pause café, pour profiter de nos intervenants. Et maintenant, la parole est à la salle. Donc on va essayer peut-être de prendre quelques questions. Je vais vous demander de vous présenter et surtout d'être assez bref dans vos questions, si on veut en prendre le plus possible et faire participer l'ensemble de la salle. Alors, qui souhaite intervenir et qui... Oui. Gérard Lévy, Commission Paix Désarmement, Europe Écologie Les Verts. La question de la guerre asymétrique a pas été, elle a été effleurée, mais elle n'a pas été, le mot même n'a pas été dit. Donc, je pense que c'est important de le rappeler. La question de la sûreté. L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme dit bien « Tout individu a le droit à la sûreté imprescriptible et inaliénable ». C'est le fondement même de la structure juridique. En deçà, il y a en effet les questions qui vont être apprises cet après-midi, c'est pour ça que je ne pourrai pas être là. C'est la question de l'outil, la boîte à outils, pour pouvoir rendre fiable cette sûreté auquel tout citoyen a droit, quel que soit l'État démocratique, doit en effet renforcer la démocratie. Donc, il a besoin d'un outil de prévention des risques majeurs. Donc, je pense que ce que dit notre député, qui a été un débat permanent entre liberté et sécurité, il y a cet oubli qui est majeur, c'est l'article 2, qui oblige, quel que soit l'État, à rendre effective la sûreté. Pas à n'importe quel prix, mais la sûreté avec la prévention des risques majeurs. Donc, il y a un moment où la logique fait qu'il faut reconnaître que l'article 2 prime sur la nécessité absolue de faire des mesures de renforcement donc, de la démocratie. Alors, c'est vrai que le procès qui a été mené pendant toute cette période récente, de dénoncer le mot état d'urgence, qui est effectivement la boîte à outils qu'on a retrouvée de 1955 pendant la guerre d'Algérie. Il aurait mieux fallu trouver un autre mot, un autre lexique, en disant qu'il faut mettre en place une démocratie renforcée, donc avec des mesures de prévention de risques majeurs, qui permettraient d'éviter ce débat qui devient un peu stérile, puisque le roi est nu. Nous sommes confrontés au jour le jour, même ici, nous-mêmes, nous avons été passage au portique, nous l'acceptons.
Nous acceptons bien sûr même de nous déchausser dans les aéroports, parce qu'il y a une réalité, le paradigme a changé. Donc il y a une prise de conscience internationale que pour éviter les risques majeurs, il faut prendre des mesures de sûreté. Voilà. Donc je souhaiterais donc l'orientation, que le mot terrorisme, c'est le problème de la violence politique qui a été cité, c'est qu'en effet, il faut à un moment donné prendre un peu plus de recul en disant que cette sûreté est une nécessité absolue. Ne l'oublions pas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question? Oui, monsieur derrière. Bonjour à tous, Rachid Chaker, doctorant à l'université Panthéon-Assas. Moi j'avais une question pour monsieur Grech. Vous avez évoqué le contexte géopolitique qui était favorable à l'émergence des groupes terroristes. Vous avez évoqué ce qui s'était passé en Afghanistan dans les années 80 et l'intervention américaine en Irak en 2003 qui ont provoqué qui ont généré un terreau favorable. Moi, je voudrais aller un peu plus loin et vous poser une question. Est-ce que vous pensez que, d'un point de vue occidental, on n'a pas été aussi un peu tolérant vis-à-vis de ces groupes terroristes? Je vais prendre deux exemples. La prise de Palmyre, par exemple, par les groupes terroristes. Alors, il y avait Jean-Pierre Filiu qui, dans un article qu'il avait publié, disait que Bachar el-Assad avait favorisé l'émergence des groupes terroristes en disant que, par exemple, Palmyre était une cité déserte, autour il n'y avait rien et que c'était facile pour son aviation ou ses armées de repousser les terroristes. Mais est-ce que la même question ne se pose pas pour les forces occidentales quand on connaît l'importance des implantations militaires occidentales dans la région? Est-ce que nous aussi, on n'a pas favorisé ou laissé faire l'État islamique, notamment en Syrie, pour la simple et bonne raison qu'il allait dans notre sens, à savoir qu'il combattait Bachar el-Assad qui était notre ennemi? Et la question se pose d'autant plus qu'avant les attentats du 13 novembre à Paris, la France refusait de bombarder l'État islamique en Syrie. Il a fallu attendre ces attentats pour que la France décide d'étendre ses opérations en Irak à la Syrie. Alors est-ce que nous, on n'aurait pas péché un peu de la même manière qu'on a péché dans les années 80 en laissant un peu faire les Moudjahidines en Afghanistan? Est-ce qu'on n'aurait pas reproduit les mêmes erreurs en Syrie puisque notre objectif premier était la chute de Bachar el-Assad? Merci. Merci. On va prendre une dernière question et on va faire... Oui, pardon. Monsieur, Aude, il y a un monsieur qui est là. Ah, pardon. Attends, il y a déjà un monsieur qui a la... Voilà, le micro, allez-y, et après je vous donnerai la parole. André Bell, est-ce qu'il n'y a pas fondamentalement dans les différents pays qui ont été évoqués la question du monopole de la violence par les États? Ces États sont-ils réellement légitimes? Nous réfléchissons en fonction d'un corpus juridique et idéologique propre à l'Europe, aux États-nations, l'État détenteur du monopole de la violence légitime. Or, quand nous sommes dans des États qui perdent leur légitimité, nous pouvons comprendre qu'il y ait des entreprises de violence venant à remettre en cause des groupes minoritaires qui tiennent l'État par la force, par l'argent, par la corruption. Prenons l'exemple de la France et de l'Algérie. En 91-92, il y a eu des élections. Le GIA gagne les élections. Le fils gagne les élections, excusez-moi. Et les États occidentaux, dont la France, disent « c'est dangereux, nous allons soutenir l'armée algérienne face au terrorisme qui va se développer ». En 1995, nous avons les États de Saint-Michel. Métro Saint-Michel. Il y a un lien entre les deux. Et que se passe-t-il au cours des 10 ans de guerre civile en Algérie? L'armée algérienne déporte les rebelles, entre guillemets, dans le sud, dans le Sahara. Et nous voyons bien les connexions qui s'opèrent entre ces membres qui se sont opposés à l'État algérien, en apparence légitime et légal, et qui vont développer par leurs connexions liées au trafic de drogue, des armes, des êtres humains, de nouveaux réseaux qui vont être à l'origine de la situation actuelle au Niger, au Mali. Le parlementaire a parlé d'États faillis. Mais quand les États occidentaux soutiennent des États faillis ou en décomposition, comme c'était le Mali dans les années 2000 et 2010, et je cite le Mali mais d'autres États, nous pouvons nous interroger face à cette violence, quelle est la légitimité de notre violence en tant qu'État? Si nous encourageons et soutenons
des États qui sont détenteurs de la violence, mais qui n'ont pas véritablement de légitimité. Prenons l'exemple de l'Arabie saoudite dans sa guerre au Yémen. On va pouvoir, effectivement, là, il y a un champ très étendu pour répondre. Donc, une dernière question, et après, je vais demander à chaque intervenant de réagir. Très brièvement, 2 remarques. La première, c'est que dans l'exposé général, il n'a pas été fait allusion à ce qu'on a connu, notamment en France et en Europe, qui a été lié à la bande Abadher, aux Brigades Rouges, etc. Et comment la France, finalement, a réussi à se tenir globalement à l'écart de ce terrorisme qui se développait en Europe. Je crois qu'il y a intérêt à réfléchir parce qu'il y a certainement des leçons à utiliser pour l'avenir. La deuxième chose, pour venir au Moyen-Orient, j'ai été parlementaire, etc. J'ai voyagé pas mal dans ces pays. Et je me souviens d'être allé en Syrie juste avant les événements. Et parmi les nombreux témoignages que j'avais eus, il y avait une histoire qui focalisait beaucoup, on sentait qu'il allait se passer quelque chose. C'était le récit de ces mouvements d'opposition islamistes qui s'étaient manifestés contre le Baas, avec cette histoire de l'école des jeunes cadets d'Alep qui avait été prise par disons des islamistes qu'on considérait d'ailleurs comme modérés en France à cette époque et qui avaient tué tous les petits élèves officiers qui étaient d'origine alaouite, qui avaient mis de côté les chrétiens et il n'y avait aucun sunnite, etc. Et on nous déclinait ça dans les milieux conscientisés, plutôt laïques de Syrie, comme vous voyez, on est sur le point d'avoir quelque chose comme ça à nouveau. Ce qui fait que moi je suis de ceux qui, quand ça s'est déclenché et qui ai vu des mouvements, je me suis dit, probablement derrière ces gens qui revendiquent la liberté, il y a peut-être les successeurs de ceux qui avaient fait cela. Bien entendu, je sais que c'est à la suite de ces assassinats qu'il y avait eu une répression très, très sévère de Assad, puisqu'une ville entière avait été pratiquement rasée. Mais enfin, ceci fait partie de l'imaginaire de ce pays et visiblement, on voyait qu'il y avait quelque chose qui avait éclaté. Voilà, je voulais simplement demander comment vous situez ça dans tout votre récit qui est passionnant par ailleurs. Alors, j'ai demandé d'abord à François Dubuisson peut-être de réagir à la première. Et après, je donne la parole à chacun d'entre vous et comme ça, vous pourrez réagir aux différentes questions qui ont été posées. Merci. Donc, je ne pense pas qu'il faut considérer ou appréhender les choses en voulant faire prévaloir tel article relatif aux droits de l'homme sur tel autre, puisque justement, toute la difficulté, c'est de concilier lutte contre le terrorisme et respect des droits fondamentaux. On a d'ailleurs aux Nations Unies un rapporteur spécial qui a été désigné particulièrement là-dessus et qui rend des rapports extrêmement intéressants. Et dès lors, il faut mettre sur le même pied et trouver toujours le juste équilibre entre des mesures de répression, des mesures pénales ou de prévention qui sont nécessaires et en même temps la garantie des droits fondamentaux. Et c'est là où, évidemment, un certain discours sur le terrorisme va avoir tendance à faire pencher la balance très fort du côté sécuritaire, avec des mesures qui sont souvent d'ailleurs pas du tout efficaces et qui se font au détriment des droits fondamentaux et même parfois dans des domaines qui n'ont pas grand-chose à voir avec le terrorisme, comme j'ai montré à travers l'un ou l'autre exemple. Alors, cette mise en avant de la notion de sûreté ou de sécurité va avoir un effet alors beaucoup plus important quand on instaure un état d'urgence. Parce qu'un état d'urgence, à quoi ça sert? C'est toute une gamme de mesures, mais ça permet de déroger aux droits fondamentaux. C'est-à-dire que ça c'est accompagné, en l'occurrence dans le chef de la France, d'une déclaration qui est faite au Conseil de l'Europe, au titre de l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui autorise en fait à ne plus appliquer les droits fondamentaux tels qu'ils sont établis par la Convention européenne des droits de l'homme, sauf un certain nombre de garde-fous néanmoins, comme l'interdiction de la torture. Et donc ça institutionnalise finalement la possibilité de ne plus respecter ces droits fondamentaux, en tout cas de les limiter encore plus drastiquement. Et on a quelque chose d'assez paradoxal, c'est qu'une bonne partie des mesures exceptionnelles ont été désormais intégrées dans le régime de droit commun du terrorisme avec la loi de 2016. Ce qui est d'ailleurs complètement paradoxal. D'un côté, on dit que ce sont des mesures qui dérogent aux droits fondamentaux. D'un autre côté, on les met dans un régime permanent, ce qui pose évidemment question. Merci beaucoup. Qui voulait prendre la parole? Alain, tu avais... Juste deux remarques. La première sur l'origine de la violence que vous dites sur la Syrie. Je veux dire, on ne peut pas avoir des régimes qui ferme toute possibilité d'évolution
politique, démocratique, et s'étonner ensuite qu'il y ait la violence. Je veux dire, et le responsable premier de l'utilisation de la violence, c'est quand même les pouvoirs en place. Et je crois que ça, il faut vraiment le garder. Ça n'empêche pas qu'en Syrie, il s'est créé des groupes extrémistes qui se sont développés, etc. Mais je veux dire, il faut quand même rappeler que les pays du Proche-Orient et du Maghreb vivent sur une violence d'État depuis maintenant des dizaines d'années sans que ça ait évolué. Et je rappelle d'ailleurs une chose amusante, si on peut dire, Ayman el-Zawahiri, le chef de Al-Qaïda, au lendemain du coup d'État de 2013 qui a renversé Morsi, a fait une lettre aux frères musulmans en leur disant « Mais regardez, c'est ce qu'on vous avait dit. La politique, ça ne marche pas. La seule chose, c'est la violence. » La deuxième remarque, c'est par rapport aux interventions militaires et au rôle de la France. Il faudrait rentrer dans le détail. Mais moi, ce que je pose en problème, c'est le principe des interventions militaires occidentales. Regardez le cas de la Libye. Après tout, même moi, je le dis franchement, je me disais, ben oui, finalement, on va aider à renverser un dictateur, il y a un vrai soulèvement populaire, etc. 6 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette intervention ? Il n'y a plus d'État libyen, il y a une guerre civile, etc. Ce n'est pas de dire Kadhafi, c'était mieux, ce n'est pas du tout mon discours, mais c'est de réfléchir, c'est-à-dire l'époque où les pays occidentaux pouvaient diriger le monde et diriger les États. Ce que Mathieu a dit à propos de l'Irak, c'est extrêmement important. En 2003, quand les Américains arrivent en Irak, ils ont toutes les cartes en main pour reconstruire quelque chose de nouveau. Mais ils ne connaissent pas le pays, tout simplement. C'est-à-dire que c'est pas une question qu'ils ont eu de la mauvaise volonté ou qu'ils voulaient la guerre civile. Non, ils connaissent pas le pays, ils connaissent pas les tribus, ils connaissent pas les divisions, ils ont une vision très très simpliste. Et je veux dire, ça serait la même chose si demain un pays étranger venait en France et essayait de comprendre les différentes nuances entre les forces politiques et les choses sociales. Donc, il faut s'interroger sur le principe des interventions militaires étrangères et occidentales, qui ont en plus une longue histoire qui fait qu'elles sont rejetées par les populations. Donc, je n'ai pas de réponse facile. Je veux dire, je sais qu'est-ce qu'il fallait faire au printemps 2011 en Libye, je n'ai pas forcément de réponse. Mais il faut réfléchir au principe de ces interventions militaires. Oui, je voudrais repartir sur une chose à propos justement de mémoire et autres de ce qu'il disait là. On a une expérience d'autoritarisme en France qui a duré à peu près 4 ans et qui nous montre à peu près les effets sur les instances politiques. C'est le gouvernement de Vichy. On a mis à peu près 15 ans pour trouver une constitution stable et je ne suis pas sûr que la mémoire de Vichy ne se soit pas téléportée sur près de 50 ans. Et là, on demande à des sociétés, pendant leur révolution en 2011, de nous dire quel est votre programme politique et quelle est votre constitution. Si les Américains avaient commencé à faire cela à l'adresse des autorités françaises en 1945, je pense qu'aujourd'hui, nous serions toujours dans une situation d'instabilité profonde. Juste pour rappel, très rapidement sur les cadets d'Alep, les personnes qui vous ont véhiculé ce discours, c'est assez connu, c'est la mémoire que porte aussi en partie ce régime. Nous sommes contre notre société et un jour viendra la revanche. Après tout, nous avons rasé Hama, 4e ville du pays. C'est comme si, pour des besoins logistiques, vous rasiez Lille, ce qui est quand même assez impressionnant. Et ça montre aussi comment fonctionnent fondamentalement les régimes en place jusqu'à aujourd'hui. Un jour ou l'autre, la société va nous demander des comptes et ça sera une lutte à mort. Ça, c'est le discours du régime. Ce n'est pas le discours des populations qui se sont soulevées à ce moment-là. Et effectivement, à ce moment-là, on a attendu. Il a fallu des campagnes de répression relativement massives, faisant que l'ensemble des prisons de Bachar el-Assad soient remplies. Bon, on estime à peu près 400 000 le nombre de places dans ces prisons à l'été 2011. Et il n'y avait tellement plus de places les jeudis soirs, parce que comme on manifestait le vendredi, qu'il fallait libérer massivement. Donc on faisait des rotations, on torturait, on faisait des rotations, et à un moment donné, on manquait de main-d'œuvre. Vous comprenez, torturer 23 personnes, ça prend du temps, on l'oublie. Et de ce fait, on voit qu'à l'été 2011, on doit déjà à plusieurs centaines de milliers de personnes torturées systématiquement par le régime, et qu'à partir de ce moment-là, les gens sont devenus violents. Bon, je pense qu'on serait devenus violents beaucoup plus rapidement. Et de ce fait, est-ce qu'on a laissé faire l'État islamique? Est-ce qu'on ne l'a pas vu venir? Alors, on n'a pas bombardé la Syrie, oui, parce qu'on a respecté la souveraineté syrienne. C'était toujours un peu compliqué de bombarder un État sans avoir son accord. Et comme on n'avait pas son accord, contrairement à celui de l'Irak, ça pose quelques soucis. Mais effectivement, on a nos prismes de vision.
On est intervenu en Irak en septembre 2014 à l'accord du gouvernement irakien et non pas contre le gouvernement irakien. Nos prismes de vision, c'est la bataille de Kobané. Les Kurdes, les Kurdes via le PKK, sont avec nous. Jarablus, qui est la ville d'à côté, qui à peu près, en temps de voiture, doit être à peu près à une demi-heure, se soulève, organise des manifestations, voit les avions de la coalition passer au-dessus d'eux. On ne fait rien. Les manifestations sont réprimées par l'État islamique. Les 3 meneurs sont décapités. Leur tête est plantée sur des pics. Jarablus, dont une bonne partie de sa population, franchit la frontière en se disant « l'Occident a effectivement ses prismes de vision sur qui doit être libéré de l'État islamique et qui doit légitimement rester sous sa domination ». Plus généralement, sur la contradiction des États faillis ou autres, j'attirerai l'attention sur un point qui permet de comprendre comment se noue le local et le global. C'est la fiscalité. Si on veut remporter la victoire contre ce forme d'organisation, c'est un peu la question qu'on s'est posée, et excusez-moi d'être choquant dans ce caractère-là, ou sur ce point-là, c'est un peu la question que s'est posée l'armée française entre 1955, principalement 1956, et 1962, quand elle a combattu le FLN. Comment on fait pour que l'impôt révolutionnaire ne soit pas payé ? Ça, c'est la première question qu'on devrait se poser auprès de l'État islamique, vu qu'un tiers de ses ressources viennent des taxes locales. C'est-à-dire qu'il faudrait trouver un moyen pour que les populations ne souhaitent pas payer l'impôt. Or, tous ceux qui payent leur impôt régulièrement savent qu'on paye un impôt parce que l'on sait qu'il y a un futur avec cet État et qu'il n'y a pas d'autre possible qui nous amènerait à choisir une autre voie politique, une autre solution, mais bien qu'à un moment donné, on devra payer ou on devra rendre des comptes à celui qui est venu percevoir cette taxe-là. Pour le moment, en Irak et en Syrie, il y a une vaste zone dans laquelle la seule force qui est en place et qui prélève l'impôt est l'État islamique, et on ne propose pas d'avenir politique, on propose un avenir sécuritaire, c'est la bataille de Mossoul, bientôt la bataille de Raqqa, mais on ne propose pas d'avenir politique aux populations. Si ce n'est, revenez sous Bachar el-Assad, c'est la solution, même s'il a torturé ou tué vos enfants, voire violé vos femmes. Effectivement, tout le monde accepterait, c'est bien connu. Le deuxième point sur cette fiscalité, c'est l'autre tiers des ressources. On a beaucoup parlé pétrole, on a souvent oublié de parler antiquité. Et c'est là où s'imbriquent les deux réalités. Pour tracer les antiquités, c'est relativement facile. Tracer une pièce syrienne ou irakienne, il vous suffit d'un archéologue à peu près compétent, il vous dira tout de suite d'où elle vient. Mais on s'aperçoit que ces pièces d'antiquité sont vendues à l'adresse de l'Occident, et principalement sur des places libres. Si vous voulez combattre ce genre d'organisation, il faut aussi réguler ou contrôler le flux et la circulation des marchandises. Or, jusqu'à aujourd'hui, cette circulation des capitaux, des marchandises et autres voudrait dire augmenter une sûreté économique et pas une sûreté purement physique. Et cela, pour l'instant, nous nous y refusons parce que le système économique serait remis en cause. Il faudrait abolir toutes les zones franches, il faudrait abolir un certain nombre de paradis fiscaux dans lesquels prospère ce genre d'organisation. Pourquoi le 11 septembre marque à la fois une victoire économique d'Al-Qaïda et une victoire politique ? C'est qu'il s'est joué sur les contradictions de notre propre système. Et pour finir, et j'insisterai là-dessus, si l'on veut commencer à combattre l'État islamique, il faut raisonner à deux niveaux. D'une part, ce que soulignait Alain Grèche, comment sortir d'une simple logique « ils sont méchants, on va les taper et un jour ils rentreront dans le rang », pour engager un dialogue entre Orient et Occident, entre Nord et Sud, qui soit porteur d'avenir politique pour le Nord et pour le Sud. Sinon, de toute façon, le dialogue s'établira de façon différente. Et au sein de nos sociétés, mais là je n'en suis pas le spécialiste, de voir comment l'appel humanitaire de cette nébuleuse et de cette terre bien lointaine qu'est la Syrie et l'Irak, inconnue largement du public français jusqu'en 2011, cesse d'avoir sa capacité d'attraction, c'est-à-dire que cet appel humanitaire positif et négatif, violent, etc., cesse de porter un discours qui fasse sens pour quelqu'un qui habite jusque visiblement à l'Orient.
Merci beaucoup Mathieu. Alors là, on ne pouvait pas rêver meilleure transition avec la table ronde qui va suivre, puisque la table ronde s'intitule « Qui sont nos djihadistes ?» Donc Mathieu, sans le savoir, a vraiment préparé cette deuxième table ronde, mais je vous propose avant cela une pause de 1 quart d'heure, 20 minutes, pour reprendre à 11h30. Donc la deuxième table ronde « Qui sont nos djihadistes ?» Merci beaucoup aux 4 intervenants. Merci beaucoup pour vos présentations et à tout à l'heure.